Hey, salut à toutes et à tous. Nous sommes fin novembre 2020, vous êtes reconfinés et vous écoutez le 34e numéro de Cornelius & Zira, le fanzine audio dédié principalement à l'univers de la saga La Planète des Singes et aussi, parfois, consacré à la culture bis et aux musiques qui s'écoutent les potards tournés jusqu'à 11. Je suis le Dr Zaius et pour cet épisode, c'est bien de culture underground dont on va parler et surtout de punk rock. Je vous propose aujourd'hui une interview de Nasty Sammy, co-auteur avec Guillaume Guardeth de Hey You, une histoire orale des Burning Heads, un livre qui a été édité chez Metro Beach et mis en page par Frank Frejnik et qui est sorti il y a à peu près un mois, le 30 octobre 2020. Burning Heads, c'est tout simplement un des meilleurs groupes de punk ayant jamais existé. Pour être tout à fait clair, c'est un de mes groupes préférés. Ils sont là depuis plus de 30 ans et pour ne rien gâcher, ils sont pas de chez nous puisqu'ils viennent d'Orléans. Le titre du livre, Hey You, c'est aussi le nom d'une des premières chansons de Burning Heads, un de leurs tout premiers enregistrements, sorti en 1990 en 45 tours, un morceau qui a eu plusieurs vies, un hymne qui continue de vivre parce que l'histoire de Burning Heads continue de s'écrire. Dans cette interview, même si on parle bien évidemment de l'histoire du groupe, on va surtout évoquer les secrets de fabrication de ce livre. Donc si vous l'avez déjà lu, vous allez en apprendre encore plus, et si vous ne l'avez pas encore lu, eh bien sachez qu'on ne vous gâchera pas le plaisir de la découverte parce qu'il s'agit bel et bien d'une histoire, d'un récit. Si comme moi, vous êtes fan de Burning Heads, en lisant le livre, vous allez en apprendre énormément sur le groupe, bien évidemment, mais à travers leur histoire, en filigrane, vous allez en apprendre sur l'histoire de toute la scène punk DIY française. Mais si Burning Heads, le punk, le DIY, si jamais tout ça, ça ne vous évoque pas grand chose, ne vous en faites pas, on va quand même essayer d'un peu vous prendre par la main pour que vous ne soyez pas perdus. Certains prénoms vont revenir fréquemment dans l'entretien. Pour que vous vous y retrouviez, gardez en tête que Thomas, c'est le batteur, membre fondateur du groupe. Pierre, lui, il a été guitariste-chanteur, en fait il a intégré rapidement le groupe avant même les tout premiers 45 tours et il ne l'a quitté que très récemment, donc on peut quasiment dire qu'il a toujours été là. Et JB, le bassiste, qui est dans le groupe depuis le deuxième album, lui aussi on peut quasiment dire qu'il est là depuis le début. On va évoquer aussi Phil, guitariste, qui faisait partie de la formation initiale et qui a quitté le groupe suite au 6e album, mais qui est revenu très récemment. Il y a beaucoup de rebondissements dans l'histoire, hein. Mikis, il est guitariste dans le groupe depuis 15 ans, mais avant ça, il était backliner. Donc en clair, ça fait plus de 20 ans qu'il est sur la route avec les Burning. Donc voilà, prenez des notes, il y aura un quiz à la fin de l'épisode avec des slips Burning Heads à gagner, slips qui seront offerts bien évidemment par le label Kicking Records. 3 mots résument l'histoire et l'état d'esprit des Burning. Fun, passion, énergie, et j'espère que c'est ce qu'on va vous transmettre au cours de cet entretien. On arrête de tergiverser, on va tout de suite s'enfermer dans une crypte bien sombre, histoire de rentrer dans le vif du sujet. Sam, je suis très content d'enregistrer avec toi. Est-ce que tu veux présenter un peu tes activités avant qu'on parle de Hey You, hein, est-ce qu'on peut appeler ça la biographie des Burning Heads? C'est une biographie, ouais, en mode histoire orale, mais oui, c'est une biographie, une mémoire, un peu ça comme tu veux. En fait, ça raconte l'histoire des Burning Heads, donc tu peux accoler n'importe quel mot qui t'enchantera, quoi. Ouais, moi je trouve que biographie j'aime bien. Mais avant de parler de Burning Heads, peut-être déjà préciser, mais qui es-tu, Sam? Nasty Sammy, est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs? Je suis musicien avant tout, je publie des fanzines, j'écris des livres, j'écris dans la presse culturelle, musicale notamment, voilà, depuis un peu plus de 20 ans, quoi. Voilà. Donc je joue dans les groupes depuis 95-96. J'ai sorti une palanquée d'albums, quoi. Je dirais à vue de nez au moins 25 albums. Donc musicien sur la route, hein, je précise, puisque maintenant tout le monde est musicien, si tu veux. Mais donc musicien qui a fait pas mal de routes, beaucoup de routes même, je pense. Et voilà, donc certains appellent ça un activiste. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. En tout cas, moi, je fais ce que j'aimais faire quand j'avais 14-15 ans et j'ai pas changé de cap, quoi. Donc, j'aime composer des morceaux, j'aime faire de la route, être dans un van, faire des concerts, écrire, lire et même animer un podcast que je fais depuis une quinzaine d'années. Voilà ce que je fais en quelques mots, quoi. Ouais, peut-être pour donner des noms, parce que on va quand même dire le premier groupe, enfin c'est pas ton premier groupe, mais le premier groupe, en tout cas moi, le groupe à travers lequel je t'ai connu, c'est Second Rate.
donc une formation de Besançon qui jouait du fin des années 90 jusque milieu des années 2000 à peu près, je crois. C'est ça, 98 à 2003, voilà, Second Rate, avec qui on a pas mal tourné, qui évoluait dans une sphère, on va dire, punk rock mélodique, emo, le sens premier du terme, c'est-à-dire punk rock un peu triste, en mode mineur, mélancolique, donc émotionnel, voilà, avant que ce terme prenne un tout autre sens. Et ensuite, tu veux que je cite les groupes, ça va être très... Non, mais on va peut-être pas tout citer, mais voilà, t'as joué quand même dans des groupes, après, moi, je vois ça de ma lorgnette, mais pour moi, des groupes qui ont été marquants, il y a eu Second Rate, il y a eu Hawaii Samurai, donc voilà, Hawaii Samurai, un groupe de surf music, avec lequel on a beaucoup tourné également. Ensuite, j'ai joué de la basse dans El Bass, que je suis guitariste au départ, mais je joue aussi de la basse dans quelques groupes. J'ai accompagné un groupe américain qui s'appelle Dumbbell de Détroit pendant 2 ou 3 ans, un Australien, Simon Chenso pendant quelques années aussi. Après, j'ai fondé The Black Zombie Procession, Teenage Renegade, Last Brigade, dernièrement Demon Vendetta, et un groupe hardcore metal qui s'appelle Prison Life. Là, c'est le seul groupe dans lequel je joue actuellement, Prison Life. Et on sort un nouvel album sur un label allemand dans quelques semaines. Voilà. Donc, ma carrière musicale est, je pense, trop longue et ça va pas être très, très intéressant de rester sur tous mes groupes. Mais je peux juste dire que j'ai un site qui centralise toutes ces infos, likesunday.com. Et là, pour ceux que ça intéresse, vous aurez absolument toutes les infos, sur mes groupes. Et donc, t'as travaillé sur ce bouquin, sur Burning Heads, t'étais pas tout seul. T'as travaillé avec Guillaume Guardès, pardon. Est-ce que tu veux présenter vite fait ton acolyte? Alors Guillaume Guardès, c'est donc un mec moi que je connais depuis une petite vingtaine d'années déjà, ce qu'on appelle aussi un activiste, puisqu'il a organisé des concerts, il a été programmateur au Rock School Barbet, une grosse salle à Bordeaux, il a organisé des concerts à droite et à gauche dans Bordeaux, il habitait à Bordeaux pendant longtemps. Il a sorti des fanzines à la fin des années 80, Possessed by Speed, qui était un fanzine quand il était vraiment minot, et qui traitait du speed metal, du trash et du le titre, c'est une référence à Suicide Doll. Voilà. Et ensuite, il a fait d'autres fanzines dans les années 90 qui s'appelait Extra Jazz, me semble-t-il. Et il a collaboré à plusieurs magazines, presse nationale. Il a écrit dans New Noise, il a écrit pour Noisy Vice, il a écrit pour fanzine à but dangereux, peut-être Kérosène aussi. Kérosène à l'époque, la deuxième mouture de Kérosène, il était dedans. Voilà, exactement. Il a placé des textes à droite et à gauche. Récemment, depuis 2 petites années, il est directeur de la fanzinothèque à Poitiers, voilà, pour Guillaume, quoi. Pour moi, ça veut dire beaucoup, vu que j'ai autoproclamé de manière complètement fallacieuse mon podcast. Je dis que c'est un fanzine audio, et voilà, c'est pour un peu raccrocher les wagons avec mon lointain passé vaguement punk rock. Et donc voilà, parler d'un livre sur lequel a travaillé quelqu'un qui bosse à la fanzinothèque de Poitiers, pour moi, ça veut dire quelque chose, quoi. Tu vois, c'est pas neutre. Donc, c'est ça. C'est un peu une fierté. D'ailleurs, si vous êtes dans les coins de Poitiers, n'hésitez pas. C'est rattaché au Confort Moderne, qui est une salle de concert. C'est ça, ouais. Et donc c'est un endroit où il y a 60 000 fanzines. Voilà, il saura vous recevoir, lui et son équipe, et vous aiguiller dans les rayonnages de fanzines musicaux, mais aussi ciné, des trucs un peu arty, des gravezines. Enfin, c'est pas que les fanzines qui ont trait à la musique indépendante, punk hardcore, c'est beaucoup plus large que ça, quoi. Puis il y a un petit disquaire aussi qui est petit par la taille, mais moi à chaque fois que je traîne mes guêtres dans les coins de Poitiers, je vais y passer quelques heures et je repars rarement les mains vides, quoi. Donc c'est ça, c'est Transat, Transat. Qui est tenu par Lionel, un mec qui jouait dans Liquid Team au milieu des années 90, un groupe que j'aimais beaucoup à l'époque. J'avais une espèce de Dinosaur Junior power pop un peu noisy pop, quoi. Voilà, Lionel, le shop s'appelle Transat, effectivement, petit shop où il y a pas mal de choses à chiner, quoi.
Quand tu rentres, t'as l'impression que tu vas pas rester longtemps parce que c'est tout petit, mais il faut pas juger par la taille, quoi. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'y passe vraiment beaucoup de temps, quoi. Mais donc ça, c'était donc pour une intro un peu longue. Donc, Guillaume Guardès et toi, vous avez travaillé sur un livre, j'ai presque envie de dire une somme, parce que là, je le tiens dans mes mains. C'est un bouquin qui fait 550 pages, et donc qui s'intitule Hey You, une histoire orale des Burning Heads. Alors, à la base, moi, je suis pas. Mon podcast est quand même plus centré sur la planète des singes, même si je parle de musique et aussi de culture bis, de culture alternative. Donc pour moi, ça a du sens de faire cette interview. Mais il y a peut-être, on sait jamais, hein, il y a peut-être des auditrices et des auditeurs qui sont un peu perdus, qui savent pas ce qu'ils font là. Et comment est-ce que tu expliquerais ce qu'est Burning Heads à quelqu'un qui connaît pas grand-chose? Burning Head, c'est le plus grand groupe punk rock français, en fait, tout simplement, de par la discographie, le nombre d'années d'activité, le nombre de concerts qu'ils ont fait, le nombre de pays qu'ils ont visités. C'est juste le groupe le plus important à tous ces niveaux-là. C'est un groupe aussi qui a traversé toutes les scènes, c'est un groupe qui fait l'unanimité. C'est un groupe qui a commencé en 87, donc là on est bientôt à 35 petites années d'activité, sans split, avec quelques changements de line-up, mais quand même peu finalement, hein, pour une telle durée. Ah ouais, franchement, donc voilà, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ça, je lui dirais que Burning Head, c'est le plus grand groupe de punk rock français, voilà, tout simplement. Ouais, parce qu'on l'a dit, c'est donc formé fin des années 80, donc c'est un groupe qui vient d'Orléans. C'est peut-être pas la ville à laquelle on pense en premier quand on pense au punk rock. Et pourtant, qui a sorti une douzaine d'albums studio, une flopée de splits de 7 pouces, donc de 45 tours, des inédits sur de nombreuses compilations. Enfin, je pense, à mon avis, si on essaie de compter combien de titres ils ont enregistrés, je pense qu'on pète la barre des 200. À mon avis, je dis ça un peu, je sais pas. Parce que voilà, c'est un groupe qui est, moi je trouve, généreux dans tous les sens du terme. Voilà, parce que quand même en autant ils restent rarement très longtemps sans faire de production discographique. Bon, à part c'est peut-être un peu ces dernières années, mais ça je pense qu'on va peut-être avoir l'occasion d'en parler plus en profondeur au cours de la conversation. Mais ouais, c'est un groupe qui, franchement, sur les 36 000 communes de France, je pense qu'ils en ont fait un sacré paquet. Je pense qu'ils connaissent extrêmement bien la géographie française, mais aussi, comme tu l'as dit, ils ont écumé quand même une bonne partie de l'Europe, ils ont tourné en Amérique du Nord, ils sont même allés au Japon. Pour un groupe français, c'est un peu triste à dire, mais c'est pas neutre, quoi. C'est pas anodin, parce que malheureusement, je pense que c'est pas toi qui me contrediras, la France, c'est pas le pays du rock, et ça l'était déjà pas il y a 35 ans, et ça l'est toujours pas aujourd'hui. Et c'est pas toujours évident pour les formations françaises de s'exporter à l'étranger. C'est ça, donc comme je disais, c'est un groupe qui a une énorme histoire, quoi. Et c'est aussi un groupe qui a connu un petit peu toutes les formules, hein, c'est-à-dire avec un manager, sans manager, sur une major, hein, puisqu'ils étaient sur une filiale de Sony. Ils ont été aussi sur Epitaph Europe, distribué par Victory aux États-Unis. J'en oublie. Pour finir un petit peu là, bricoler un petit peu en mode do it yourself. Mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est important de faire un livre sur ce groupe-là, c'est qu'ils ont été dans tous les schémas. C'est pas juste un groupe de rock qui monte dans un van et puis qui va se faire plaisir et qui va jouer du rock tous les soirs, tous les week-ends. C'est vraiment des gens qui ont beaucoup mis sur la table pour ce groupe et puis qui sont investis. C'est l'histoire d'une vie en fait. Donc je pense que ça peut intéresser les gens qui un jour ont posé leurs fesses dans un van ou qui sont rentrés dans un local de répète ou un studio ou qui ont joué avec leurs potes et qui ont envie de lire ce que c'est que vraiment d'être un musicien. Mais ça peut aussi intéresser les gens qui voient ça vraiment depuis leur fenêtre et qui pensent que être musicien sur la route, c'est être un artiste ou c'est vivre une vie un petit peu de bohème comme ça, sympa et assez glamour. Et voilà, c'est pas ça. Donc c'est une autre vie, c'est le choix d'une autre vie. Voilà. Et pour moi, ce livre-là, c'était un peu ça quand je me suis penché dessus, quoi. Comment elle est venue justement l'idée de faire un livre sur Burning Heads? Donc c'est une idée que j'ai eue moi et que j'ai proposée à Guardès alors qu'on était en vacances aux États-Unis, à Seattle et à Portland pendant 3 semaines, il y a 5 petites années, 4 ans et demi.
Et moi, je voulais faire un documentaire sur la scène punk, rock, hardcore, rock indé, hein, quand ce terme voulait encore signifier quelque chose, puisque maintenant tous les groupes sont indépendants, puisqu'il y a le format major n'existe quasiment plus pour la musique à guitare, donc c'est facile de se réclamer de cette étiquette indépendante. Mais dans les années 80-90, le rock indépendant, c'était vraiment quelque chose qui signifiait quelque chose, quoi. Donc j'ai proposé de faire un documentaire. Moi, ce que j'avais en tête, c'est ça, c'est un documentaire, quoi. Tu vois, sortir ça en DVD, proposer aussi dans un petit circuit de salle. Enfin, ouais, j'avais une idée qui était pas très précise, mais je voulais faire vraiment un docu, puisque je connais une grande partie des gens qui ont joué dans ces groupes-là, pour avoir moi-même passé beaucoup de temps sur la route, également à organiser des concerts et à sortir des zines, à écrire. Enfin bref. Et Guillaume aussi, donc on s'est dit, vu qu'on connaît tout le monde, voilà, c'est facile d'aller choper chez ces mecs qui nous racontent leur histoire, on filme, on dérush, on édite, et puis voilà, c'était facile aussi d'avoir des clips, c'est facile d'avoir des extraits live, et on s'était dit que c'était un bon moment pour le faire, quoi. Donc toute cette scène punk rock, hardcore, noise, power pop, emo, voilà, 80-90, quoi. Donc on a parlé de ça, il était ok, mais bon, au fil de nos discussions, on s'est aperçu que ça allait être peut-être un peu galère parce qu'il fallait intégrer un troisième lascar à la formule, un technicien, puisque nous on filme pas, tu vois, et que ça allait être peut-être ça allait compliquer les choses. Donc ensuite, bon, en fait, c'est tout simple. J'ai dit bon, ok, le docu on laisse tomber. Ce qu'on va faire, c'est une histoire orale sur les burnings, parce qu'en fait en France il y a très peu de biographies, de mémoires, de ce genre de livres sur l'héritage rock français. Donc ça, les Américains ils font ça beaucoup et très bien, les Anglais aussi et plein d'autres pays. Mais en France, on a encore très peu de bouquins sur les groupes qui ont été importants. Et voilà, donc moi je me suis dit faisons un truc sur Burning. Et par le prisme des Burning, parlons de cette scène indépendante, puisqu'ils ont joué avec tout le monde et que tout le monde les respecte et que peu importe, les mecs qui écoutaient de la noise dans les années 92, ont joué avec les Burning, sont allés voir les Burning, aimaient les Burning. Puis bon, je dis la noise, mais je peux accoler le terme de power pop, même de hardcore, enfin bref. Et donc je me suis dit que faire un bouquin sur les Burning, c'était un bon moyen aussi de faire un bouquin sur la scène rock en France dans les années 80-90, tout simplement. Tu avais déjà fait ça pour la scène trash et metal française des années 90, des années 80 et 90. Tu avais sorti un bouquin avec Jérémy Grimiac qui s'appelle Enjoy the Violence. C'est ça. Ouais, quelque part, au début, t'as un peu envie de faire ça, mais version DVD, quoi. Et pour le punk. C'est ça, un documentaire. Et en fait, le fait de choisir, déjà le fait de terminer exactement, tu as raison de le rappeler, ce livre-là, puisque quand j'ai fait la proposition à Guillaume, moi je terminais ce livre Enjoy the Violence, hein, c'est une histoire orale sur les scènes trash, crossover et death metal en France, c'est-à-dire on s'est penché sur ce courant musical, c'est-à-dire quand le hard rock et le classic rock et le heavy metal un petit peu des familles, c'est vraiment transformé en musique extrême. Hein. À l'époque, on n'appelait pas ça métal extrême. Hein. Par définition, le métal est une musique extrême. Donc à l'époque, on appelait ça du trash, du crossover, du death metal, quoi. Et ce bouquin-là, on avait choisi la forme d'histoire orale, c'est-à-dire nous, on n'est personne pour écrire l'histoire de ces mecs-là. Ok, déjà. On n'a pas tout vu, on connaît pas tout, j'ai pas vu tous les concerts, donc on s'est dit quand même le plus intéressant, c'est d'aller chercher ces mecs-là et de leur poser les bonnes questions et que eux nous ramènent dans leur local, dans leur van, à leur concert. Voilà, ça, moi j'aime beaucoup ça. Mon taf pour la presse nationale, c'est de faire des interviews fleuves. Je fais jamais, j'allais dire rarement, mais en fait jamais d'interview promotionnelle. Ce que je veux, moi, c'est que les mecs me racontent leur histoire. Voilà. Donc avec Enjoy the Violence, j'ai fait ça. Quand j'ai proposé finalement de faire le bouquin des Burning, on a opté sur la forme histoire orale, c'est-à-dire aller choper tous ces mecs et qui nous racontent les Burning, que les Burning se racontent eux et puis tout leur staff et puis toute leur histoire. Et du coup. Éditer ça, séquencer ça à la manière d'un documentaire, tout simplement. L'idée, c'est ça, c'est faire un documentaire, mais en format papier, quoi.
tu vois, avant de commencer le bouquin, je m'attendais, parce que c'était peut-être que je pressentais un peu ça, tu vois, de me dire que, ok, parler de Burning Heads, c'est une bonne manière de revenir sur toutes ces époques, voilà, sur 30 années de rock indé en France. C'est ça. Et je m'attendais honnêtement, à trouver beaucoup de témoignages d'intervenants extérieurs au groupe, enfin extérieurs, tu vois, qui font pas partie vraiment du noyau dur de la famille Burning Heads. Et j'ai été vraiment surpris. Les premières pages, quand je me suis rendu compte qu'au final, c'est surtout les membres présents ou passés du groupe, voire un peu les backliners, enfin encore, parce que dans Burning Gates, généralement, quand t'es backliner, tu finis par jouer un moment dans le groupe. Donc j'ai été surpris, que ce soit surtout le noyau dur Burning Gates qui parle, et pas tant que ça les groupes qu'ils ont côtoyés à cette époque. Est-ce que c'était vous avez voulu dès le départ resserrer le propos, ou est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous alliez partir sur un bouquin qui allait faire 3000 pages et qu'il valait mieux tout de suite tailler dans le gras avant de se lancer dans le projet? Alors bon, déjà je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, parce qu'on a plus de 100 intervenants, ce qui est absolument monstrueux quand tu fais un groupe. Parce qu'il faut savoir, quand tu fais une bio ou des mémoires, où il faut vraiment que tu resserres à fond, et nous on n'a pas du tout fait ça. Par exemple, il y a un livre qui est sorti en même temps que le nôtre sur les Tugs, et il y a le mec a bossé à la forme de vraiment documentaire, c'est-à-dire il interviewe un mec. Et puis autour de ce mec-là, il prend 2, 3 personnes qui le connaissent. Tu vois ce que je veux dire? Donc sur le groupe, s'il y a 8 ou 9 personnes qui est passé dans le groupe, tu fais 8 fois 3 ou 4 personnes. Voilà, ça fait une petite toile d'araignée. Nous, on arrive à entre 100 et 120 intervenants. Donc peut-être que t'as pas fait gaffe, mais il y a vraiment énormément. Je pense qu'on a cassé la règle du documentaire en élargissant énormément. C'est-à-dire en demandant à tous les managers, aux tourneurs, il n'y en a qu'un seul, aux mecs qui ont bossé avec eux, à tous les aux mecs qui ont habité avec eux. Il y a même un petit peu des témoignages de leur nana de l'époque. Il y a tous les mecs qui ont fait les artworks. Il y a des photographes, il y a des organisateurs de concerts. Donc finalement, je suis pas d'accord avec ta question. Je ne peux pas vraiment y répondre, parce que je trouve que vraiment on a vraiment super élargi, et c'est pour ça que le bouquin fait 560 pages, un livre qui est beaucoup plus gros que ce qui sort normalement sur un seul groupe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le bouquin d'Enjoy the Violence que j'avais fait, on avait genre 80-90 intervenants, alors que ça traite de dizaines de groupes, d'illustrateurs, de journalistes de l'époque. Et là, on est focalisé sur un seul groupe. Le bouquin fait 560 pages et il y a plus d'intervenants que dans le Enjoy. Donc pour moi, on a cassé le truc. On a fait exactement l'inverse de ce que tu me dis. Ouais, non, peut-être que... Toi, tu as eu l'impression qu'il n'y a pas d'intervenants, mais tu peux regarder le nombre de noms qu'il y a. C'est hallucinant, quoi. Il y a des fanzineux, il y a des photographes, il y a des gens qui n'ont pas joué dans le groupe mais qu'ils ont croisés, il y a des gros organisateurs de concerts du genre Hellfest, Rock. Je peux pas te les citer. Moi, il y a déjà dans ces 100 personnes-là, il y a des gens que je ne connaissais pas, tu vois. Donc vraiment, je trouve que le travail qu'on a fait, c'est vraiment l'inverse de ta question. Peut-être que je l'ai mal formulé, parce que oui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient, mais c'est vrai que disons que après j'ai pas compté le nombre. Mais principalement, bien sûr, le propos, on fait parler les mecs qui ont vécu l'histoire. Donc forcément, c'est tous les musiciens, c'est ceux qui ont été dans le van, c'est ceux qui ont leurs histoires à raconter. Mais autrement, on a allé choper les gens. Par exemple, quand ils enregistrent avec Jack Endino aux États-Unis, on a allé chercher Jack Endino. On est allé aussi chercher l'assistant français qui assistait Jack Endino. On allait chercher la personne qui a sorti l'album. On allait chercher Delphine qui les a amenés sur Epitaph. Je pense qu'on a vraiment allé chercher toutes les personnes qui à un moment donné ont travaillé sur tel ou tel prod, vraiment. On s'est posé la question quand on voyait la masse de textes qu'il y avait et de dérochage des interviews, parce que c'était vraiment monstrueux, tu vois. Et on s'est dit, on est en train de se perdre peut-être, quoi, tu vois. Et on a quand même validé un bouquin de plus de 500 pages, alors qu'au tout départ, on s'était tenu à un calibrage de 300 pages, c'est-à-dire une bio lambda de groupe. Mais je pense vraiment qu'on est allé à l'envers de ce que tu me dis là.
Ouais, mais après c'est peut-être aussi un ressenti parce que moi le bouquin j'ai lu super vite hein. Enfin, en même temps comme voilà ce qui est une bonne chose. Ce qui est plutôt une bonne chose. Comme un morceau de Burning Gates quoi, hein, tu vois, je suis allé très très vite parce que moi j'étais aussi curieux de ça. J'aime bien quand on va avoir un regard extérieur, des gens qui ont peut-être pas perçu les choses de la même manière parce que eux aussi je trouve que honnêtement je trouve qu'il y en a énormément. Non, c'est vrai. Est-ce que toi à un moment donné t'as été frustré d'un son de cloche qui n'est pas déjà les mecs de Burning Gates, que tu leur poses la question sur un même fait, par exemple, je reviens au même exemple, l'enregistrement aux États-Unis avec Jack Endino, parce qu'ils ont enregistré aussi avec Jack Endino en France un peu avant, mais il y en a pas un qui te raconte cette expérience américaine de la même façon. C'est vrai. Ça, c'est... donc pareil pour une tournée, il y a une tournée, il y en a qui va dire mais c'était extrêmement catastrophique, puis l'autre il va dire ouais mais bon au final on y était, on a fait le taf, et puis il y en a qui te parlent même de détails factuels en fait, ils arrivent pas à se mettre d'accord quoi, et puis tout simplement déjà la mémoire hein, sur 35 ans on peut oublier des choses quoi, et sur je sais pas plus de 2500 concerts peut-être, donc non je pense qu'on a allé chercher dans un cercle très large en fait hein, vraiment hein, j'y tiens, je le redis, mais on a allé chercher dans un cercle très large, c'est-à-dire qu'à chaque fois vu que le bouquin est organisé sur leur discographie, c'est-à-dire de leur première production à la dernière, je pense qu'on a passé au microscope un petit peu chaque production en mettant en avant les gens qui avaient contribué à l'effort de sortie de chaque production, c'est-à-dire du producteur au manager, en passant par le tourneur, le mec qui fait l'artwork, les ingé sons, bref, j'ai l'impression qu'on a quand même ratissé assez large, honnêtement, quoi. Pour le coup, c'est vrai que, alors là, je suis plus du tout dans le rôle de l'interview, hein, là. Je vais parler dans le rôle de lecteur et de fan des Burning. C'est vrai que là-dessus, de pouvoir lire comment se sont passés les enregistrements et d'avoir le point de vue des mecs qui étaient à la prod, ça, c'est absolument génial, quoi. C'est vrai que et comme ils en parlent, tu vois, vraiment, ils en parlent pas tous de la même façon, tu vois, puisque les Burning, il y a des années où c'est grassement produit sur de gros labels, et d'autres où c'est eux qui enregistrent quasiment dans leur studio, dans leur home studio, tu vois. Et ça, c'était intéressant d'avoir des avis vraiment de musiciens. Ça parlait de musique, c'est-à-dire que moi je joue dans un groupe, je sais que ce que j'aime c'est aussi contacter un producteur connu dans une niche, dans une scène musicale, et d'aller travailler avec lui, tu vois, en tant que musicien. Moi, ce qui m'a fait vraiment progresser, c'est d'aller en studio et de bosser avec des mecs et de voir les tricks et de me dire non là, tu vois, à chaque fois que les premières prods que t'enregistres, tu surjoues, tu joues au-dessus de ton niveau et machin, t'apprends vraiment le métier de musicien en studio. C'est là que déjà que tu te jauges, c'est là que tu te juges, et des fois c'est pas facile. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce bouquin des Burning, c'est de parler de la musique des Burning, parce que c'est une musique que j'aime beaucoup, enfin, en tout cas qui m'a énormément touché par le passé, quoi, et qui continue de me toucher. Donc voilà, ces mémoires là, cette biographie comme tu l'appelles, moi je l'appelle ça, c'est une histoire orale. On voulait parler de musique, quoi, de musique, et faire parler surtout les gens qui y étaient vraiment. Et, je le redis, mais j'ai vraiment l'impression qu'on allait chercher tous les cums qu'on travaillait avec les Burning. Après, on va pas inventer d'autres personnes, si tu veux, tu vois. Ouais. Mais non, voilà. C'est vrai. Non, puis c'est vrai que tout en me parlant, je suis en train de feuilleter le bouquin, je me dis putain, ouais, il a raison. non, mais on les a comptés. Il y a plus de 100 intervenants. C'est énorme quand tu fais un livre. Je te dis vraiment, la technique de documentaire, c'est 3 par personne interviewée. C'est x3, toi. Donc, pour sortir un peu du livre et revenir sur l'histoire de Burning Heads, encore une fois, pour celles et ceux qui auraient peut-être pas tous les détails en tête, le premier album de Burning, il est sorti en 1992 et il a été enregistré en France avec Donald Cameron, qui avait enregistré entre autres, et pour citer qu'un seul groupe, je dirais Bad Religion. Je pense que ça parle à tout le monde. Deuxième et cinquième album ont été enregistrés par Jack Endino. Pareil, Jack Endino, si on devait citer qu'un seul disque, voilà, il a enregistré le premier album de Nirvana. Ça, pareil, je pense que même si vous y connaissez pas grand chose en rock, je pense que c'est un nom qui vous dit vaguement quelque chose. Et donc, il a enregistré le deuxième album, il avait enregistré avec eux en France, et en leur disant, le match retour, il se fera aux États-Unis, et ça s'est fait 3 albums plus tard, chez lui, à Seattle. Et c'est vrai que Jack Endino a pas mal la parole dans le bouquin, et ça, c'est un régal, tu vois, donc lui, il intervient sur les 2 prods, et effectivement, et tout le flegme qu'on lui connaît, l'humour, tu vois, aussi. Et voilà, pour nous, c'était important aussi par exemple, quand il tourne avec Don Bailo, d'aller chercher Dave Smalley, quoi. Je pense vraiment qu'on allait chercher les cums qu'il fallait qu'on aille chercher, quoi. Ah ouais, ça, là-dessus. Mais je pense que c'est peut-être
en ayant terminé le bouquin, en l'ayant lu à chaque fois que j'avais un peu de temps libre, parce que c'est peut-être aussi ça, là je te donne mon expérience de lecteur, après tout, c'est moi qui te fais un retour d'expérience. Ce qui est chouette aussi, vu que c'est c'est vrai que le bouquin est très rythmé. Dans le sens où, c'est vrai, comme tu le dis, bon, ok, je vais me contredire, t'as raison, il y a beaucoup d'intervenants. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand tu me poses ça, je dis, ok, d'accord. Et moi, je te donne juste une info, factuelle, c'est-à-dire, il y a plus de 100 personnes interviewées, c'est énorme. Les chiffres parlent pour toi. Et c'est vrai que c'est un bouquin qui est cool à lire aussi, parce que, et là, quand je t'ai dit dès que j'avais un peu de temps libre, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, tu vois, genre, quand je bossais et mon PC il ramait, je prenais le bouquin, je le lisais 5 minutes, quoi. Parce que tu peux faire ça, tu peux picorer, parce que et là aussi je peux le dire, je l'ai pas nécessairement lu dans l'ordre chronologique, parce que voilà. Ah ok, bizarre. Moi je connais quand même bien Burning Heads, voilà, bon, juste vite fait, je suis pas là pour parler de ma life, mais moi Burning, je connaissais déjà avant, mais l'album qui m'a fait vraiment devenir complètement amoureux des Burning et fan de ce groupe, c'est Super Modern World. Donc j'avais 14 ans quand il est sorti. Donc tu vois, donc c'est un groupe et même s'il y a peut-être eu quelques moments où j'ai peut-être regardé d'un peu plus loin ce qu'ils ont fait, en règle générale, j'ai toujours suivi de très près ce qu'ils faisaient en faisant les interviews, en achetant les disques dès qu'ils sortent. Donc j'étais plutôt en place concernant l'histoire, et il y a des trucs où tu sais, où je sentais j'étais impatient de le lire. Alors des fois, tu vois, je trichais un peu. Mais on va dire que j'ai lu 80% du bouquin dans l'ordre tel qu'il est écrit, et puis il y a des fois j'ai sauté, tu vois, pour aller un peu voir. Par contre, je préconise quand même pour les gens qui l'ont pas lu et qui voudraient le lire, de lire de A à Z, parce que c'est une histoire, hein. Donc si tu le lis, si t'attaques à la page 210 et que t'as pas attaqué la page 08 où Tom t'explique, où tous les Orléanais t'expliquent ce que c'était qu'Orléans, pour moi c'est t'as loupé un truc. Mais c'était pareil pour Enjoy the Violence, c'est pareil pour un bouquin, en plus on est en Occident, ça se lit de gauche à droite, quoi, tu vois. Donc vraiment, je préconise vraiment la lecture de A à Z. Après, s'il y a des chapitres qui vous gonflent un petit peu, n'hésitez pas à avancer, quoi. Non, mais après, moi, clairement, la méthode que je faisais, c'est que je laissais quand même le marque-page à l'endroit où j'étais, tu vois. Et puis de temps en temps, j'étais un peu curieux, dire, ah, tiens, j'ai envie de voir, là, cet album-là, j'ai envie de savoir. Ou des fois, tu lis un truc, et eux, forcément, quand ils racontent l'histoire, ils connaissent la suite. Donc, il y a des fois où ils laissent il y a un peu des points de suspension, tu fais tiens, et ça tu sais que ça renvoie à un album qui va sortir. Tu vois, peut-être que quand j'ai lu Dive, je me rappelle plus quand est-ce que j'ai sauté, mais ça se trouve quand je lisais le chapitre sur Dive, donc le deuxième album enregistré avec Jack Endino, peut-être que j'ai sauté pour aller voir Escape, pour voir tiens, parce qu'il parle du match retour. J'ai envie de c'est ça. Donc moi j'ai un peu éclaté la structure parfois, mais en vrai, oui, effectivement, le début c'est hyper intéressant. Et surtout, il y a des personnages qui sont là au départ, qui sont plus là à la fin, puisque donc c'est aussi important de voir l'évolution des rapports dans le groupe, ce qui se passe, les explosions, les implosions, les changements de style à un instant T, tu vois, puisque ça aussi ça a un sens, tu vois. Enfin, et tout remettre. Enfin, moi, il y a une expression que j'adore et qui est pour moi primordiale, c'est remettre dans son contexte, quoi. Donc chaque album est dans un contexte, et nous, notre taf, c'était de montrer ce qu'était ce contexte-là. De toute façon, ça, là-dessus, tu prêches un converti, une production culturelle, quelle qu'elle soit, si tu la sors de son contexte, tu perds quelque chose. C'est exactement. Ça, c'est sûr et certain. Tu peux apprécier un truc sorti de son contexte. Je dis pas que c'est, je suis pas psychorigide non plus. Mais si t'aimes bien une œuvre, c'est bien d'aller gratter ce qu'il y a autour, parce que en plus, moi, c'est un peu ce que je fais, quand j'aime bien un truc, j'aime bien gratter énormément, et on se rend compte chaque fois que c'est un puits sans fond, qu'il y a énormément de choses à découvrir. Et donc, et pour Burning. Mais c'est vrai qu'en plus, tiens, parlons de contexte, contextualisons un petit peu. Donc, Burning Heads en 1987, je suis pas en train de dire que la France du rock de l'époque, c'est les Forbans et Indochine, mais on n'en est pas loin quand même. Enfin, est-ce que je caricature quand je dis ça? Oui et non. Alors, parce que, en fait, si tu veux, clairement, pour moi, Burning Head, c'est quand même,
comment je pourrais formuler ça, une espèce d'ambassadeur de la culture punk hardcore américaine en France. Hein. Ils sont français, mais c'est avec eux qu'on découvre ces sonorités-là. Voilà. Donc il y a où les Ricains avaient déjà toute cette scène d'Orange County, ce qu'on appelait surf punk ou punk rock ou peu importe, hein, tous ces Social Distortion, Agent Orange, DI, TSOL, Adolescence et j'en passe. En France, on n'avait pas ça. On avait des groupes qui faisaient du punk, du punk rock, de la oi, des groupes qui aussi sonnaient un petit peu comme le rock australien, qui a beaucoup fonctionné en France. Mais c'est vraiment ces sonorités et cette attitude du punk hardcore américain, on l'avait pas. Et le premier groupe à amener ça, le premier groupe à faire ça en France, c'est Burning Heads, tout simplement. Voilà. Quand j'étais plus jeune, je fantasmais, j'adorais la pop culture américaine, que ce soit le cinéma, la musique, tout ça. Enfin, c'est un pays qui me fascinait, c'est une culture qui me fascinait. Forcément, quand les Burning se pointent en étant plus ou moins fringués comme les Ricains, avec une production, comme tu le disais tout à l'heure, signée Don Cameron, qui enregistrait des groupes comme Pennywise, comme Bad Religion, comme NoFX, tout ce que sortait grosso modo et puis les premières prods d'Epitaph, quoi, tu vois. Ça a fait quand même un choc, quoi. Donc en France, c'était Beru, Shérif, OTH, La Souris Déglinguée, et une grosse scène alternative un peu festif. Il y a les Tugs qui étaient un petit peu en marge de tout ça. Et il y a Burning Heads qui arrive, quoi. Et quand Burning Heads arrive, clairement, on se dit ok, il se passe un truc, quoi. Donc ça, c'est vraiment vraiment important, quoi. Et donc à quelqu'un, là, je repars sur ta première question, à quelqu'un qui ne connaîtrait pas tout ça. Et qui me demanderait pourquoi tu as écrit un livre sur ce groupe-là, je dirais ça aussi, c'est Burning Heads, c'est des ambassadeurs de cette culture punk hardcore américaine en France, évidemment, quoi. Ouais, puis en plus, t'as parlé de ça, mais il faut aussi préciser, donc, Thomas, le batteur, son groupe précédent, c'était Comintern Sect, un groupe de oi. Donc là, pour le coup, clairement d'inspiration punk anglaise, parce que la oi, même s'il y a des groupes de oi aux États-Unis, moi, j'identifie la oi à l'Angleterre. Et puis, il y a aussi, c'est vrai qu'il y a un côté, alors, ils faisaient le pont entre le rock australien et le punk hardcore californien, et avec en s'arrêtant quand même un petit peu sur la côte est, parce qu'il y a aussi une inspiration de toute la scène de Washington, de New York. Enfin, je pense voilà. Oui, alors quand je parlais des États-Unis, je parlais pas forcément je citais Orange County, tout ça et tous ces trucs, parce que toute cette scène là, mais c'est surtout Dag Nasty, quoi, hein. Je veux dire Dag Nasty, Husker Du, voilà, ça c'est tous des groupes qui sont pas californiens, mais c'est évidemment des groupes qui ont fait partie de ce qu'on appelle la culture punk hardcore américaine, quoi, tu vois. Donc aucun problème. Mais en lisant le livre, on se rend compte qu'un groupe comme Dag Nasty, si tu veux, c'est vraiment un groupe qui a été très très important quand Thomas a décidé de fonder un nouveau groupe après Comintern Sect, quoi. C'est-à-dire que oui, effectivement, il passe de l'Angleterre et puis du trip un petit peu prolo, bière, la jeunesse sauvage, à toute autre chose, à un groupe comme Dag Nasty qui renvoyait complètement autre chose, avec des lignes un peu mélancoliques, c'était déjà plus travaillé, même si ça restait bien péchu, c'était arrangé différemment, les lyrics ça allait chercher ailleurs aussi, voilà. Donc Burning Heads, c'est cette sensibilité là, quoi, aussi avant tout, quoi. Et puis il y a aussi ce truc-là, que les Tugs faisaient déjà avant eux, mais le fait de chanter en anglais. Et qui, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être pour... il y avait beaucoup de groupes qui chantaient en anglais quand même, hein, mais bon, c'est sûr, comme je te disais, ça a tranché avec cette culture qui était énorme, on l'oublie maintenant, mais cette culture de rock alternatif, hein, qui a explosé en France. Et, voilà, enfin, moi, j'étais au collège, donc je sais plus si je le raconte dans le livre ou pas, mais en tout cas, pendant les quelques soirées qu'on a pu faire avant le confinement là, promotionnel pour présenter le livre dans quelques villes, on a
s'attaquait souvent au point où on a découvert les Burning, tu vois. Moi, quand j'ai découvert les Burning, j'ai découvert avec un pote au collège, je devais être en troisième, et le grand frangin de mon pote était un féru, un fan de punk rock français et de rock alternatif. Donc le mec, il nous filait des cassettes, son frangin me les filait, et il y avait que des trucs que je pouvais pas supporter, quoi. Toi, bon, il y avait Beru, Shérif, j'écoutais un petit peu, mais ça passait, mais voilà, j'aimais beaucoup OTH, tu vois, mais ça restait une exception. Autrement, je me suis fadé tous ces trucs, Tu la Vioque, Non Tropo, les Vents passent, Ludwig von 88, Tu la Vioque, enfin, et j'en passe. Et le mec nous fourguait des cassettes et je disais non. Moi, j'écoutais du thrash, j'écoutais du métal, des trucs de punk bourrin, genre Exploited, tout ça. Et un jour, il nous a filé Burning Gates parce que c'était un groupe français, en fait. C'est pour ça, le mec, lui, il ne jurait que par les groupes français, quoi. Peu importe s'il chantait en anglais ou en français. Et donc, il y avait une cassette, c'était ça. Il y avait Burning Gates, le premier album, l'année de la sortie. Et puis derrière, il y avait un live de Gogol premier, la Suisse à genoux, je crois. Et voilà, là j'ai dit à mon pote, ok, là on parle la même chose, quoi, tu vois. Il faut pas oublier que c'est une période où vraiment tout le monde était câblé sur le rock alternatif français, enfin, surtout en Cambrousse. Moi, je viens d'un bled qui fait 5000 habitants en moyenne montagne à la frontière suisse. Tous ces groupes-là, les shérifs, les trucs un peu festifs et un peu avec des paroles un peu égrillardes, toi, faites pour les gros festivals de Cambrousse. C'est ça qui arrivait chez nous, hein. C'est pas Dagnassi ni Uskurdio, quoi, tu vois. Et encore moins Replacements, quoi, tu vois. Donc voilà, effectivement, quand à cet âge-là, tu découvres Burning Head sur leur premier album, tu fais ok, là je valide, je cautionne et puis je m'y intéresse, quoi. Donc toi c'est le premier album. Mais est-ce que tu sais que c'est assez marrant parce que moi mon histoire avec Super Modern World ressemble vachement à la tienne en fait. Tu vois, avec deux potes, on était en troisième, on passait le brevet. Ouais, en fait, je pense qu'on a tous plus ou moins les mêmes histoires, tu vois, de cassettes échangées, de grands frangins, de potes ou de grands frangins. Je pense que c'est les quelques années qu'on a d'écart qui font que toi t'as découvert avec Super Modern World, mais moi j'avais le bon âge pour découvrir le premier album de Burning quand c'est sorti, en fait, quoi. Cela dit, le premier disque de Burning que j'ai acheté, c'est le premier album. Parce que je l'ai trouvé en occasion. Moi, j'ai acheté mes disques qu'en occasion, tu sais, quand t'es au collège, t'as pas de thunes, hein. Donc voilà, c'est occasion, ou alors, tu sais, je suis dans les bacs où il y avait des CD avec le logo, tu sais, le point d'exclamation en fluo, là. J'ai acheté que comme ça, hein. Et donc, j'avais trouvé le premier album en occasion, ce qui fait que j'ai quand même commencé par le commencement, quoi. Mais c'est vrai que les Burning l'expliquent, que déjà, alors, ce premier album qui est sorti chez Cemetery Records, qui était une division de Fnac, je sais même pas comment on dit. C'est ça. Bref, le label de la Fnac, quoi. Et à l'époque, les mecs ont essayé de leur faire au moins un morceau en français, hein, si je dis pas de conneries. Oui, voilà, on découvre dans le livre que voilà comment ça se passait quand on signait sur un groupe sur un label comme ça, quoi. Effectivement, il y avait des espèces de tentatives, quoi, du label manager, tu vois. Et ça, c'est bien expliqué. Et donc Stéphane Girard, le boss de Cemetery Records, qui était un label de métal, hein, à 90%, que j'avais déjà interviewé pour le bouquin de Enjoy the Violence. C'est quand même lui qui a un peu professionnalisé le métal en France, hein, en signant Loud Blast, en signant tous ces groupes Crusher, et j'en oublie. Voilà, donc à un moment, lui, il signe Burning Head. Là, on est quand même... va aller voir sur Discogs le roster de Cemetery et vous allez voir ce qu'il y a en face, quoi. Donc, voilà. Et puis, il a essayé de tenter quelques petites pirouettes stratégiques pour placer Burning Head. Donc, effectivement, le sempiternel chant français ou un single avec une reprise d'un groupe de XTC. Voilà, enfin, après un clip, il voulait faire un clip du single d'XTC, voilà, le groupe n'était pas d'accord, s'il voulait pas faire un premier clip sur une reprise, voilà. C'est aussi rentrer, mettre les deux pieds dans le business musical, quoi. Voilà, donc ça c'est moi toutes ces interviews là avec les mecs qui tirent les ficelles, c'est en tout cas des interviews que j'ai adoré faire, hein. Parce que bon, les musiciens sur la route c'est cool, mais il y a des mecs
pour qu'un groupe soit sur la route, il y a des mecs qui travaillent derrière dans des bureaux et qui sont au téléphone toute la journée et qui ont des idées pour que ce groupe-là soit dans un van et fasse son job. Et ça, je trouve ça très intéressant. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte qu'ils étaient quand même assez jeunes à l'époque de ce premier album, et se dire qu'il fallait quand même avoir quand même sacrément de personnalité pour être capable, et aussi d'avoir un peu de nez pour comprendre que ça c'était des conneries. Et surtout, moi s'il y a un mot que je trouve qui colle bien avec Burning Head, c'est intégrité, c'est-à-dire que les mecs déjà à cet âge-là, ils étaient droits dans leur basket à dire non, ça on le fait pas. On le fait pas parce que ça nous ressemble pas. Et c'est, voilà. Et je trouve, quand t'as cet âge-là, que t'as encore jamais, enfin, que t'as fait que quelques 45 tours, d'être capable de dire au mec de la maison de disques en disant non, ça on ne le fait pas. Je trouve que ça démontre que les mecs, déjà à cette époque-là, ils avaient des personnalités bien trempées. Et moi, je suis toujours admiratif de ce genre de choses, d'être capable de rester vent debout et dire no way, on le fait pas. Bah no way, j'ai pas fait exprès. Mais voilà, ça c'est je trouve quelque chose qui caractérise vraiment Burning Heads, et c'est intéressant bon, pour ma part c'était pas une découverte parce que je l'avais déjà eu dans des interviews, je l'ai même entendu de leur propre bouche, mais de le retrouver, et ça aussi je pars un peu plus loin dans ce que je voulais dire, c'est quelque chose quand je parlais d'intégrité qui m'a surpris, enfin pas surpris parce que quelque part je m'y attendais, mais qui quand même a validé ce que je pensais par rapport au groupe, c'est que des choses que j'ai entendues soit de la bouche des Burning ou lues dans des interviews, ou des choses qu'on m'a rapportées d'autres gens voilà qui font partie de la scène, tu retrouves les mêmes propos dans le bouquin. Et ça, je trouve que c'est... Parce que même quand tu as parlé, la mémoire, des fois la mémoire nous joue des tours. On a tendance à réécrire notre propre histoire sans être mythomane. Tout le monde fait ça. Oui. Non, mais la fantasmer, tout simplement. Déjà qu'on fantasme notre propre histoire, on peut aussi fantasmer l'histoire que l'on a ou que l'on a eue avec des films, des groupes, des livres. Voilà, je suis pas tout seul à le faire. On est tous pareils, quoi. Donc. Mais quand tu relis un bouquin et quand tu lis un bouquin comme ça, que tu te rends compte que 20 ans plus tard, les mecs tiennent toujours le même discours. C'est ça. Elle l'applique sur le terrain aussi. C'est important. Ouais. Puis surtout, ils te parlent d'un album, ils te parlent de comment ça s'est passé quand on l'a enregistré. Et si tu reprends les interviews de l'époque, c'est déjà ce qu'ils disaient, quoi. Donc les mecs n'ont pas réécrit leur histoire. Et ça, d'ailleurs, oui, il y a des passages qui sont un peu amers dans le livre. Et je trouve que ça, encore une fois, moi ça valide. Peut-être que c'est un biais de confirmation de ma part, mais ça valide. C'est l'image que je me faisais de Burning Heads. Je dis pas qu'elle a pas changé du tout, parce que j'ai appris plein de trucs en lisant ce bouquin. Heureusement, sinon vous seriez cassé le cul pour pas grand chose. Donc j'ai appris énormément de trucs, mais en même temps. Ça a validé ce que je pensais, mais peut-être ça m'amène à une des questions que je voulais te poser. Toi, forcément, toi et Guillaume, vous connaissiez très bien Burning Heads avant de vous attaquer à ce sujet-là, mais est-ce que vous, votre image du band, est-ce qu'elle a un peu changé maintenant que ce bouquin il est terminé? Alors déjà, on connaissait très bien le band, lui et moi. J'ai envie de te dire oui et non. Moi, c'est un groupe que j'ai croisé énormément de fois, mais que alors, comment je pourrais t'expliquer? J'ai joué avec des groupes que je connaissais moins et avec qui j'ai passé plus de temps, si tu veux, toi. Avec Burning, finalement, on n'a fait que se croiser. Donc moi, je connaissais un petit peu le Tomoy, donc Thomas, le batteur fondateur du groupe, mais parce qu'on joue sur quelques plateaux, sur des soirées, souvent des festivals d'ailleurs, où voilà, on se croise dans un couloir, on discute un coup, ça va, mec. Mais voilà, JB, j'avais jamais entendu le son de sa voix. Pierre, très très peu. Mikis non plus. Phil, je me rappelle que Phil, il bossait sur le plateau, il avait fait l'accueil quand on avait joué au Printemps de Bourges avec Second Rate. On avait un petit peu discuté. Je sais qu'il était venu nous voir à un concert avec le manager des Burning quand on avait joué à Orléans tout début 2000 aussi. Mais voilà, moi j'avais pas eu d'interaction avec ces mecs-là. Et même sur la route, en fait, quand je croise les Burning, et je suis pas quelqu'un de timide du tout, je pense que, mais il y avait une certaine retenue, tu vois, de ma part, en fait. Moi, j'ai tout le temps été très respectueux
avec eux de ce groupe-là, et donc je peux pas te dire en fait je connaissais bien les mecs quoi. Et Guillaume c'est pareil, Guillaume il les a fait jouer dans les salles dans les salles où il produisait des soirées, tu vois, genre le Rock School Barbet. Il les a croisés 1000 fois, il a écrit des reviews pour la presse, ce que j'ai fait aussi, mais je pense pas qu'il avait des relations très poussées avec eux quoi. Donc on est certainement pas des proches de Burning quoi, tu vois, non, clairement pas. Je disais pas ça dans le sens proche, je dis ça dans le sens où vous connaissiez leur histoire. Vous connaissiez leur histoire vous aviez forcément un point de vue. Ouais, mais je voulais le préciser parce que certaines personnes pensent qu'on est, vu que voilà, on était potes et voilà. Mais non, en fait, voilà, soit si vraiment c'était, j'ai tout le temps tenu à une certaine neutralité. Et moi, écrire ce livre sur les Burning, c'était aussi ça, c'était encore creuser dans leur histoire, quoi. Alors, est-ce que j'ai appris des histoires que je ne connaissais pas? Oui, bien sûr. Hein, quand tu fais une interview, par exemple, moi, c'est moi qui ai fait l'interview de Thomas, donc c'est une interview qui a étalé sur quasiment 2 ans et demi. Hein. C'est, je dirais, pas loin de 17, 18, 19 heures d'interview, tu vois, plus des appels après quand je suis en train de dérusher, de réécrire, plus des messages Facebook, plus des SMS pour avoir des trucs. Donc c'est vraiment une interview qui a duré 2 ans et demi. Donc forcément, quand il me raconte son histoire de 2 ans et demi, bon bah déjà on n'est pas tout, hein, on édite, et il y a forcément beaucoup de choses que je ne connaissais pas, quoi. Et c'est pareil pour tout le monde en fait. Hein, on s'est partagé les tâches, on s'est partagé les interviews en fonction de nos personnalités, en fonction de ce qu'on voulait faire, des gens qu'on sentait plus que d'autres, ou voilà ça. Mais c'est oui, forcément j'ai appris énormément de choses. Moi je connaissais la musique et je connaissais les Burning sur scène. Après j'ai envie de te dire, je les connaissais pas plus que toi, quoi. Toi. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est parce que on va dire, encore une fois, pour les gens qui n'ont pas lu le livre et qui connaissent pas Burning ou sans plus, c'est un groupe qui véhicule une image quand même vachement positive. Enfin, je trouve, en tout cas. Donc voilà. Donc, l'image que moi, je me fais de Burning Head, au moins, ça n'engage que moi de dire ça, c'est un groupe, qui véhicule ce que j'ai dit, une image d'intégrité. C'est des mecs qui se prennent pas la tête, qui se prennent pas pour je ne sais quoi, qui te prennent jamais de haut. C'est des types avec qui, bon, ça, c'est quelque chose c'est un groupe à échelle humaine. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, très, très, très droit, avec des certains codes, ils s'y tiennent. Mais après, en lisant le bouquin, t'as bien vu que c'est un groupe qui, comme tous les groupes, connaît derrière le rideau des petites difficultés et qui est pas un groupe qui est tout le temps très fonctionnel, quoi, en fait. Hein. Et ça, peut-être que certaines personnes découvriront ça aussi, et c'est aussi je pense la force du bouquin, c'est que Burning c'est un groupe hautement professionnel, dans le sens pas dans le sens hyper carré de business et de machin, mais c'est-à-dire que sur scène jamais personne a vu, ou très très peu, comprendre en fait cette espèce d'histoire interne qu'ils ont, qui est pas si simple que ça, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais toi, c'est pas les oiseaux chantent et puis tout est lumineux. C'est un groupe dont la carrière est émaillée de tensions internes, et de dysfonctionnement, quoi. Après, oui, c'est sûr que peut-être que si on prend que le côté les voir sur scène, ce qui est, eux ils l'expliquent très bien dans le livre, c'est que être sur scène, c'est au final, c'est le but. C'est-à-dire que répéter, enregistrer, sortir des disques, c'est le moyen pour être sur scène. Donc forcément, quand on les voit sur scène, c'est l'aboutissement de tout ce travail. Donc les mecs, ils sont en plus, t'es sur scène, t'es en face d'un public, le minimum, c'est quand même de renvoyer un truc, quoi. Enfin, même si tous les groupes ne le font pas. Mais eux, en tout cas, voilà, quand je dis en plus un groupe généreux, et c'était aussi là-dedans, généreux dans l'échange avec le public, dans ce qu'ils envoient. Alors, ils envoyaient les watts dans tous les sens du terme, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois Burning sur scène, il se passe des choses. C'est pas la Mano Negra, ils ont pas des plumes dans le cul, ils envoient pas des paillettes, et c'est pas ça que je dis. Mais ouais, c'est clairement, c'est pas un groupe de jazz, quoi. Non, mais c'est un groupe de punk rock hardcore, hein. Je tiens à ce terme parce que c'est vraiment ce que c'est, et qui renvoie quelque chose, oui, de positif.
sportif en tout cas, hein, on va voir le mantra répété ad nauseam par le manager qui est fun, passion, énergie. C'est vraiment ça. Hein. Le burning pour moi c'est fun, passion, énergie. Comme disait Philox, le manager historique, pour être un bon groupe sur la route, parce que sur la route c'est vraiment quelque chose de différent. Moi je peux en parler parce que j'ai fait beaucoup de routes. Vraiment la vie sur la route c'est une autre vie. Voilà, c'est une autre vie tout simplement. Et eux ils ont décidé de cimenter vraiment l'esprit des burning autour de ces trois termes-là. Fun, passion, énergie. Je peux pas dire autre chose que ça, quoi. Mais là où je voulais en venir quand je parlais de tout ça, c'est qu'effectivement, si on regarde que cet aspect-là et qu'on réfléchit pas à l'envers du décor, c'est vrai qu'on peut être surpris de ce qu'on va lire dans le livre, alors que quand tu y réfléchis un tout petit peu, quand tu as un peu une vision de ce qu'est la vie en tournée, surtout dans un groupe DIY, où c'est-à-dire que c'est pas, même s'ils ont fait un peu en tourbus, c'est vraiment pas l'essentiel de leur vie. L'essentiel de leur vie, c'est dans un petit van et c'est ça. Comme je l'ai dit plus tôt, et je pense que tu ne contrediras pas, pour faire ce qu'ils ont fait, avoir une telle carrière, pour rentrer en studio, pour être capable de tenir tête parfois à certaines décisions qui sont débiles, mais avoir quand même l'assise, la solidité pour le dire, ça veut dire que les gars avaient des personnalités bien tranchées, bien sûr. Et quand tu mets des personnalités bien tranchées dans un van toute la journée, et que t'es sur l'autoroute, et qu'il n'y a pas de sortie avant 30 km, et qu'à un moment il y a un désaccord, tu vas pas pouvoir sortir du van, quoi. Donc non, c'est ça, mais c'est le van, mais c'est aussi le local de répète, c'est voilà, un groupe, c'est il y a tout le temps la comparaison avec un couple, mais c'est ça quoi, mais c'est un couple à 4 personnes quoi, tu vois. Et donc forcément il y a des petits clans, il y a des interactions qui sont des fois compliquées pour X raisons. Il y a dans un groupe, il y a des taiseux, il y a des gens qui sont passifs-agressifs, il y a des gens qui sont nerveux tout de suite, mais qui passent à autre chose facilement. Il y a des gens qui sont suprapositifs, mais qui sont peut-être un peu rigides sur d'autres choses. Enfin, voilà, il y a plusieurs personnalités. Tu fais l'expérience d'enfermer 4 personnes dans une pièce de 20 mètres carrés. Au bout de quelques heures, tu vas avoir des problèmes. Donc, imagine, au bout de 35 ans, dans un van, dans un local de répète et dans backstage, dans un club sordide, je sais pas où, en Allemagne. Donc voilà, c'est juste ça, en fait. C'est humain, quoi. Et tu sais quoi, là, je vois, ça fait presque 1 heure qu'on enregistre. Peut-être qu'on va offrir une petite respiration à nos auditrices et à nos auditeurs. Est-ce qu'on s'écouterait pas Few Words, donc qui était sorti sur leur 2e album, Dive? Est-ce que tu veux dire quelques putain, ouais. Je jure, j'ai pas fait exprès. Est-ce que tu veux dire quelques mots à propos de Few Words? Few Words, c'est mon morceau préféré des Burning, en fait, hein. Je l'explique aussi dans le bouquin, parce que nous, en fait, on intervient juste à la fin, en fait, hein, sur un petit texte, quoi. Et, donc Few Words, pour des raisons très personnelles, c'est un morceau que j'adore. Avec lequel j'ai une petite histoire, voilà, et des souvenirs, et donc excellent choix. Et qu'on pourra lire dans le livre. Voilà, si vous voulez savoir, achetez le livre. What I need is just to look at you.
Donc on parlait des moments justement, des moments peut-être un peu moins marrants. Ce qu'on comprend, parce que ça vous le précisez dès l'avant-propos, c'est que les Burning Heads ils vous ont laissé carte blanche. Et C'est ça. clairement, ça se ressent, quoi. Et eux aussi, je pense qu'ils ont été vraiment transparents. Oui, ils nous ont pas tout raconté. J'espère bien qu'ils ont gardé les trucs pour eux, mais on sent qu'ils ont été transparents. Est-ce que là, maintenant, à l'heure où on enregistre, donc assez peu de temps finalement après que le livre soit publié, soit disponible, eux, est-ce qu'ils l'ont lu et est-ce qu'ils vous ont fait des retours? Donc oui, ils l'ont lu ou en tout cas parcouru, et tous nous ont répondu, quoi. Sauf Pierre. Il me semble qu'on n'a pas eu de nouvelles de Pierre. En tout cas, moi, j'en ai pas eu. Mais autrement, tous ont lu le bouquin et tous ont trouvé ça très bien. Voilà, en tout cas. Et nous, ça, on leur a dit. Hein. En fait, on les a rencontrés durant la tournée des 30 ans, hein, pour leur faire notre proposition, hein, puisque c'est comme ça que c'est parti. Petite précision, cette tournée des 30 ans à laquelle Sam vient de faire référence, elle a eu lieu en 2017, bon, normal en même temps, le groupe ayant été formé en 1987, et elle s'est étalée sur 3 mois pendant lesquels les Burning ont fait 30 dates en partageant à chaque fois la scène avec des groupes avec qui ça avait du sens de le faire, et en invitant des musiciens amis à jouer quelques morceaux avec eux sur scène. On les a suivis sur 2 petites semaines, je dirais, 2 week-ends, 3 ou 4 ou 5 dates, tu vois. Donc on a été dans le van avec eux sur une bonne dizaine de concerts. Pour nous, c'était le moyen, de rentrer dans le navire des Burning. Et c'était aussi pour nous un moyen de présenter notre projet, leur dire voilà, on veut écrire une bio. Et on avait déjà fait une espèce de sommaire, de chemin de fer du bouquin tel qu'on l'avait en tête, hein. Donc forcément ça a un peu changé quand on l'a écrit, mais voilà. Et donc là ils ont validé, ils ont dit ok, c'est cool. On leur a fait comprendre que ce bouquin-là on pourrait pas le faire s'ils étaient pas derrière nous, c'est-à-dire qu'on allait pendant donc on s'était dit 1 an, mais en fait ça a duré quasiment 3 ans, tu vois. C'est-à-dire que sur une longue période, leur demander des choses, les contacter, fallait qu'ils soient réactifs, refaire des interviews. Les interviews ont été très 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 longues, hein. Donc et donc ça, on pouvait pas faire un bouquin comme ça sans le green light, quoi, sans le feu vert, quoi. Donc bien entendu, ce bouquin-là, je veux pas dire qu'ils l'ont vécu comme nous, l'écriture, mais en tout cas, on était en contact quasiment toutes les semaines. En tout cas, moi, les gens que j'ai interviewés, j'étais en étroit contact avec eux. Et donc, je faisais l'interview, mais après, je les recontactais pour les photos, le mec m'avait donné, je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais un prénom d'un mec que j'avais mal compris ou une référence que j'arrivais pas à retrouver sur le net. Parce que écrire une bio comme ça, c'est l'interview, mais dans l'interview, il y a tellement de références, de noms, de labels, de mecs, de villes, et le but pour un livre comme ça, c'est que ça soit très précis, quoi. Donc ça vraiment, c'est un énorme taf. On pouvait pas se passer de l'aide des Burning, quoi. Donc quand il est sorti, si tu veux, ils ont lu le bouquin, mais c'est clairement ce qu'ils nous ont dit. Voilà. Après, forcément, retranscrire, moi, c'est mon métier, hein, puisque je suis payé pour ça. Majoritairement quand je bosse pour les magazines, et donc voilà, les mecs te racontent une histoire, tu la retranscris sur papier, tu la réécris bien entendu, parce que c'est histoire orale, tu vois. Ce que je dis, et ça c'est un truc, on n'était pas forcément d'accord avec Guillaume, ça a été le gros truc, voilà, c'est-à-dire trouver le bon groove. On n'a pas les mêmes techniques de retranscription. Voilà, moi je suis pour réécrire un peu, quand même, tu vois. C'est histoire orale, mais c'est pas un podcast, hein. Donc c'est un livre de 560 pages. Moi, quand je lis un livre de 560 pages, faut que ça soit fluide. Donc faut que j'entende le mec parler, faut qu'on garde son groove, ce qu'on appelle la parlure, tu vois. Ce mot, la parlure, c'est ça. C'est que la façon dont le mec s'exprime. Voilà, tu vas pas faire passer un mec pour plus intelligent, plus cultivé, plus volubile qu'il n'est, tu vois ce que je veux dire. Il faut pas qu'il parle comme un livre, quoi. Voilà, il faut que tu gardes l'essence de ce mec-là. Voilà. Ils ont tous une gouaille, quoi. Voilà, la parlure, c'est ça. Et ça, dans la retranscription, il fallait, et ça, c'est aussi le taf qu'on a fait sur Enjoy the Violence. Il faut qu'on ait la personnalité des mecs. Voilà. Les gens qui connaissent Thomas, j'espère, reconnaissent Thomas dans le livre. Voilà. Les gens qui connaissent JB reconnaissent JB dans le livre. Les gens qui ont côtoyé Pierre,
il faut qu'ils reconnaissent Pierre. Voilà, la façon dont ils s'expriment, leur espèce de rhétorique, enfin voilà, tout en gardant l'éthique de langage. Et ça, c'est vraiment le gros truc sur ce livre, sur une histoire orale, c'est le gros du taf, il est là. Et donc des fois, voilà, on bossait en ping-pong, hein, c'est-à-dire que moi j'envoyais les textes que j'avais retranscrits à Guillaume, et lui faisait de même de son côté. Et donc on se corrigeait. Voilà, moi je corrigeais les textes de Guillaume, lui corrigeait, il a noté les miens en rouge. Et des fois, on n'était pas d'accord, quoi. Mais en fait, moi ce que je voulais, c'est ça, c'est qu'on soit avec les mecs dans le van, dans le local, dans un backstage, à une réunion avec le manager. Moi, je pense que quand les mecs de Burning ont lu leur bouquin, donc leur bio, ils se sont dit bah ouais, c'est les réponses que j'ai apportées à ce mec-là qui m'a interviewé pendant 2 ans. Tu vois, il n'y a pas de surprise. Eux, ce qu'ils avaient pas, c'est les autres réponses. Donc, je pense qu'ils ont été pas étonnés, mais en tout cas, voilà, je pense que, comme je te disais, c'est une vraie histoire. Donc, je pense que même eux ont découvert quelques trucs de leur histoire de groupe qu'ils ne connaissaient pas. Quand, par exemple, Thomas, à un moment donné, dit qu'il est sur le point d'arrêter le groupe, qu'il est en Australie, qu'il a envie de rester en Australie, vivre avec sa nana là-bas, de lâcher un peu prise et puis d'arrêter de se prendre la tête, d'aller sur la route et tout. Il me dit, là, moi, personne ne le sait dans le groupe, mais j'étais déjà out, quoi. J'étais déjà dehors et j'avais clairement l'intention de pas revenir en France et de pas, voilà. Donc peut-être qu'il en avait parlé au mec en disant, ouais, machin, je pars. Mais voilà, quand le mec te dit ça, il te dit vraiment, quoi, tu vois. Et plus d'autres choses. Par exemple, toutes les interventions de Phil, le guitariste, on sent que c'est un mec un peu taiseux, qui intériorise vachement et qui réfléchit aussi, qui est pas vraiment c'est pas un fonceur, quoi. C'est un mec qui calcule tout un petit peu ses trucs. Et je trouve que c'est vraiment intéressant quand il explique quand il a voulu quand il quitte le groupe, quoi, tu vois. Voilà, donc je pense que eux ont découvert des choses sur leur propre histoire de groupe, ouais, c'est évident, quoi. Mais à moi, les retours qu'on a là, que ça soit les mecs du groupe, les mecs qui ont participé, enfin je veux dire pas participé, mais qui ont été interviewés, qui ont acheté le bouquin et machin, c'est que des retours qui sont très 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 positifs, quoi. Moi, tout le monde m'a dit c'est hyper immersif, c'est nostalgique sans que ça sente le formol, et c'est une belle histoire, quoi. Voilà, donc, moi les retours que j'ai, c'est ça, si tu veux, et je suis très satisfait de ces retours-là, quoi. Mais c'est vrai que c'était une des questions que j'avais, parce que ça se sent, hein, qu'il y a eu un travail de retranscription, ça se sent, et justement, moi j'étais curieux de savoir comment vous aviez travaillé, que vous étiez à deux. Moi, tu vois, je pense que vous avez fait un bon travail d'harmonisation, parce que je suis pas prof de français, c'est pas mon travail et tout, mais moi en lisant, j'ai pas eu le sentiment que c'était un livre écrit à 4 mains. Même si je le savais, tu vois, mais t'as pas le sentiment, mais peut-être aussi, tu vois, ça je l'ignorais avant de faire cette interview, quand je pensais pas du tout que vous vous étiez séparés, que vous avez chacun interviewé différents intervenants, chacun de votre côté. Toi, je m'étais imaginé que peut-être on a fait la moitié exactement au niveau des signes, même sur le Guillaume comptabilisé, c'est lui qui regardait, vraiment au niveau des signes rendus pour le livre, on a fait 50% du rédactionnel, lui et moi. C'est la même masse de travail. Et donc, on a interviewé autant de personnes, tu vois. On a juste divisé en deux. Après, on a choisi les mecs en fonction de si on les connaissait, si on les connaissait pas, il y a des gens qu'on connaît avec qui le courant passe très bien, d'autres moins bien. Donc, on a fait en sorte de faciliter les interactions et que de pouvoir aller choper des bonnes informations, tu vois, que ça soit naturel, toujours sur ce ton un petit peu léger de la discussion, mais où tu peux aller puiser vraiment des choses qui sont importantes pour l'histoire du groupe, quoi. Donc, mais non, on n'a pas du tout fait les interviews avec tous les Burning dans une même salle. Toi, fallait que ça aille dans le personnel, voire l'intime. Hein, des fois, c'est le cas. Puis ça s'est fait dans des cadres différents. Des fois dans un backstage, des fois au téléphone, des fois dans un bar, des fois
Il y a tout eu. Il y a eu par email, il y a eu par Skype. Enfin, je peux même pas tout lister, mais et pour Enjoy the Violence, c'est pareil, quoi. Tu vois, il y a pas une technique, si tu veux, quoi. Et puis des fois, il y a une séance d'interview qui se passe bien parce que le mec il est dans un bon mood, parce que il a envie de te raconter son histoire. Et puis la fois d'après, le mec est un peu plus taciturne, tu vois. Il est moins en forme, il cabotine un peu moins, ou voilà. Enfin ça. Et puis des fois, t'as un mec qui dit oui, pas de problème, et le mec il te répond pas pendant 3 mois. Voilà, j'ai fait aussi le manager, moi, une grosse partie au milieu. Je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, lui, il n'est pas intégré au fil du récit. Il est pas dans les, il est pas séquencé comme les autres. C'est-à-dire que lui, il arrive et bam, c'est 50 pages du bouquin, quoi, tu vois, presque. Enfin, je dis 50, mais je sais plus, mais en tout cas, c'est un gros pavé. Lui, il était ok pour faire l'interview. Hein. Ceux qui connaissent pas l'histoire, qui liront le livre, s'apercevront que c'est quand même un pivot de l'histoire de Burning, en tout cas au début, que c'est un espèce de personnage bigger than life, hein, comme je dis, c'est vraiment un personnage haut en couleur. Et lui, il était ok pour faire l'interview quand je l'ai retrouvé, mais il voulait pas être intégré au reste et il voulait pas que ça soit coupé. Il m'a dit, moi, ce que je te dis, si je veux que ça soit dans le truc. Et donc, ça, c'était par email. L'interview, elle s'est faite en 1 an, de juillet à juillet de l'année suivante. Et voilà, c'était pas toujours facile parce qu'on n'est pas tous câblés pareil, quoi. Et puis il y a des gens qui sont rapides, d'autres pas, des fois volubiles, des fois taiseux. Comme je disais tout à l'heure, vraiment en bossant sur le livre de Enjoy the Violence et de Burning, en rencontrant tous ces gens, c'est là que tu te dis, ok, d'accord, tu t'adaptes à tous ces gens-là. Tu ne juges pas, tu ne t'énerves pas, tu vois, c'est pas comme quand je fais mon fanzine ou mes propres bouquins. Là, tu es au service de l'histoire d'un groupe ou d'une scène, donc tu t'adaptes, voilà. Donc des fois c'est très frustrant, puis des fois c'est très stimulant en fait. Voilà. Faire un livre comme avec autant de personnes, avec 120 personnes, voilà, je pense que tu as déjà bossé dans un bureau entouré de 3-4 collègues. Je pense que des fois tu rentres chez toi en grinçant des dents. Là, nous, on a travaillé en 3 ans avec environ 120 personnes. Donc des fois c'est stimulant, des fois ça l'est moins. Et justement, cette liste de 120 personnes, est-ce que vous l'avez dressée dès le départ? Parce que forcément, il y a des noms, oui, c'est évident, tous les membres passés et actuels du groupe, l'ancien manager, tout ça, c'est des noms qui sont, c'était sûr que vous avez... Alors, je dis 120, c'est peut-être 107 ou 123, oui, c'est plus de 100 personnes. Mais en tout cas, oui, au départ, on a listé tout simplement, c'est exactement ça qu'on a fait, les intervenants qu'on voyait. Mais après, quand t'interviews un mec, il va dire oui, là, on répétait là, et puis c'est vrai que j'avais vu ce batteur dans tel groupe et de machin, donc tu vas voir le mec où il répétait, après tu vas voir les mecs qui jouaient dans l'autre groupe, et tu sais, c'est une toile d'araignée géante, quoi. Tu sais, c'est un temple, quoi. Tu sais, tu prends comme je dis, t'ouvres une porte avec une clé, qu'est-ce qu'il y a devant toi? C'est un couloir, mais avec 72 autres portes, quoi. Il faut toutes les ouvrir, ces portes-là. Tu vois. Donc des fois, on a interviewé des mecs pendant 3/4 d'heure et on a gardé 4 minutes, quoi. Et puis des fois, on a interviewé des mecs pendant 30 minutes et on a gardé les 30 minutes et on a rappelé le mec après parce qu'il y avait encore des autres choses à rajouter, tu vois. Mais donc forcément, on avait, on va dire le noyau dur et puis les gens des labels, voilà, qu'on connaissait, au moins de nom. Et ensuite, après, t'as tous les gens. Moi, il y a des gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, quoi, tu vois. Et donc, là, faut contacter les personnes, expliquer le projet, donner un rencard. Le mec, il valide, et après tu l'as, et après tu essaies de le faire parler. Il y a plein de gens. Tu vois, les musiciens sont un petit peu, on va dire, burning. Les mecs sont habitués à répondre à des interviews, tu vois, pour la presse depuis 35 ans. Donc, quand t'as un personnage comme Tom, c'est un bon client. Le mec, il aime raconter, il aime se raconter. Pour moi, c'est vraiment un excellent client, quoi. Avec de l'humilité, mais qui n'hésite pas à raconter l'histoire comme j'aime, quoi, toi. Et il te donne ce que tu cherches, quoi. Tout simplement, il commence une phrase, il te dit ça t'intéresse ça, tu lui dis oui, et bam, il te raconte l'histoire. Mais on allait chercher des mecs qui n'avaient jamais été interviewés, donc c'est pas facile pour des gens qui n'ont jamais été exposés à ça, tu vois. T'as des gens qui sont un petit peu qui ont du mal à se raconter, quoi, en fait, qui ont trop d'humilité ou un petit peu tu vois ce que je veux dire. Donc il fallait aller chercher, aller puiser des informations, des histoires vers ces gens-là, quoi.
c'est pour ça que ça prend 3 ans un livre comme ça, tu vois. Et bien sûr, c'était pas 3 ans où tous les jours on travaillait plusieurs heures dessus, mais voilà. Et il y a surtout une autre facette aussi, c'est l'iconographie, parce que on voulait vraiment proposer une iconographie de qualité, c'est-à-dire avec des documents qui avaient été très peu montrés, voire pas du tout, inédits. On a retrouvé des trucs, des pochettes alternatives, des dessins, des notes de manager, des lettres, des photos inédites. Voilà, le boulot sur un livre comme ça, c'est aussi ça, c'est travailler sur l'iconographie, quoi. Donc au final, c'est 3 ans. Mais c'est beaucoup de temps passé à aller chercher les gens, comme je dis, quoi, vraiment, et aller chercher l'histoire, quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'iconographie, on a parlé de Guillaume et de toi, mais on n'a pas cité le nom, enfin je crois pas, de Franck Frejnik, qui s'est occupé donc de toute la mise en page et donc de tout ça. C'est ça. Donc Franck Frejnik du fanzine Violence, fin des années 80, début 90. Donc Violence, qui était un fanzine qui était un fanzine très important, tu vois, puisqu'il parlait effectivement de punk hardcore, de rock australien, de punk, de rock. C'est un mec qui est important dans l'histoire des Burning aussi, puisqu'ensuite il a travaillé dans la presse nationale, il a travaillé à Rock Sound, c'est lui qui était le rédacteur chef de Punk Rock Sound, donc voilà, lui il connaît bien les Burning. Il les a mis en couve dans le Punk Rock Sound, sur des sampleurs, et il connaît parfaitement l'histoire du groupe, et c'est un groupe qu'il adore, voilà, c'est un personnage de la scène punk hardcore française et indépendante, Franck, c'est évident, et donc effectivement on a pensé à lui pour mettre en page ce livre, puisque ça aussi c'est un job, donc ça on peut pas tout faire, et que c'est vraiment lui qui a fait ça et qui l'a très bien fait aussi, quoi, parce que c'est pas facile, le texte est dense, il y a beaucoup d'iconos, et pareil il y a des choix à faire, il y a un bouquin comme ça, faut que ça soit confort à lire, je trouve que le résultat est vraiment parfait, quoi. Donc merci à toi de citer Franck, parce que je l'avais oublié, quoi. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Franck, tu avais fait une interview fleuve, donc dans ton podcast qui s'appelle The Proximity Effect, qui a été vraiment passionnante. Si vous voulez en savoir plus sur l'univers du fanzina et de la presse écrite, cette fois-ci plus installée, celle qu'on pouvait acheter en kiosque il y a encore quelques années, même s'il y a encore mais il y en a de moins en moins, mais il fut une époque, d'ailleurs c'est aussi expliqué dans le livre, fut une époque, quand vous alliez dans un kiosque, il y avait plein de magazines qui parlaient de musique, et ça, cette époque qui est malheureusement un peu révolue, mais si vous voulez en savoir plus, voilà, je sais plus quel numéro, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, vous pourrez retrouver ça, c'est une interview, moi je m'étais régalé à écouter ça, c'est combien, 2 ou 3 heures, non, je crois, l'interview. En fait, je l'avais segmenté en deux parties, c'était 3 heures, 2 fois 1h30, je crois, et c'est vraiment une interview fleuve, comme je fais dans mon podcast The Proximity Effect, où j'interroge des gens qui font partie de cet univers de l'écrit, quoi, c'est-à-dire presse ou livre ou peu importe, quoi. Et lui, il a une histoire très importante, et d'ailleurs il co-gère le label 19 Something avec un mec des Thugs, où il réédite tout un pan du catalogue de rock, punk rock français et affilié. Donc c'est vraiment un travail d'archivage, de patrimoine qu'il fait, quoi. Donc qui fait très bien, quoi. Et d'ailleurs ils ont sorti des lives, un live des Burning. Un live des Burning, exactement, le live à la radio à Seattle, où elle est, je sais plus. Je crois que c'est Los Angeles. Je crois que c'est Los Angeles parce que t'as raison, à la fin du disque, il y a une petite interview où ils disent après on va à Seattle. Ouais, exactement. C'est sur leur premier voyage là-bas où ils font 4 ou 5 concerts. Effectivement, ils enregistrent ce live à la radio et c'est juste avant de monter chez Jack Ondino, quoi. Et il y a tellement d'informations en 3-4 ans sur les Burning dans ma tête, je te jure, c'est la guerre des fois, quoi. Je veux y croire, quoi. Est-ce qu'on se réécouterait pas un petit morceau, justement, le temps de se remettre un peu les idées au clair? Peut-être justement, on parlait de Jack Endino, on parlait de Seattle, est-ce qu'on n'écouterait pas A Bitter Taste, donc qui figure sur Escape, leur 5e album, 2e album qui était sorti chez Epitaph Europe,
Un disque un disque que j'adore. Franchement, il y a pas un pet de gras sur ce disque, il y a rien à enlever. Et on comprend pourquoi la lecture du livre. Exact. On va pas le dire, hein. On va quand même donner un peu aux gens envie de le lire ce livre. On va pas le raconter, mais ça moi j'ai halluciné parce que ça je ne le savais pas. Mais justement ça c'est cool, En lisant ça, j'ai halluciné et en plus j'ai halluciné de plein de trucs parce que là justement, on est typiquement dans un cas où j'ai sauté parce que j'ai capté en lisant ce qu'il racontait, je me suis dit oh merde, attends, ça me rappelle quelque chose qu'ils sont en train de dire. Est-ce que ça serait pas lié à un album qui est sorti quelques années après là quand je me suis dit putain, c'était ça quoi. Parce que quand ils l'ont décrit, j'ai capté, je suis putain mais ça ressemble quand même vachement ce qu'ils sont en train de dire, ça ressemble quand même vachement à Taranto. C'est intéressant cette partie-là. Donc voilà, allez, on s'écoute A Bit of Taste. Some hands to build a new world. Some to the bones. Daddy was left alone when the job was completed. It will come to you like a feast in the face. Sweat, scorn, blood and tears. It's all floating back, all in one way, all in one. Juste avant, on a parlé de tous les intervenants que vous avez rencontrés. Donc ça a pris 3 ans, hein, tu m'as dit, de recueillir la parole de tout le monde. Est-ce que c'est arrivé qu'il y ait des gens qui soit répondent pas à vos sollicitations ou qui vous laissent porte close, qui disent non, quoi? Non, ça n'est pas arrivé. Donc ouais, c'est la bonne chose avec un groupe comme les Burning qui fait l'unanimité, c'est que tout le monde a envie de participer à ce livre et puis à donner quelques mots, quelques phrases, quelques souvenirs, tu vois. Donc non, il y a peut-être un ou deux mecs qui au final on n'a pas pu avoir parce que les mecs disaient oui, ok, 20 sur 4, machin, voilà, sur des faits très précis, sur des petites histoires dans l'histoire, tu vois. Donc c'est pas des trucs hyper primordiaux, mais non, tout le monde est enchanté de parler des Burning et de raconter les interactions qu'ils ont eues avec il y a 20 ans. Voilà, donc non, on s'est pas du tout heurté à ça. Par contre, pour Enjoy the Violence, ouais, il y a des mecs qui voulaient pas du tout revenir sur l'épisode parce que les mecs étaient passés à autre chose ou j'en sais rien, c'est des raisons personnelles, de la rancœur ou de la déception, des illusions, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour les Burning, non. Yes, je pense que là, on a fait, à moins que toi, il y ait des choses que tu as envie de rajouter, mais je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour sur le bouquin. Donc voilà, juste pour
résumer en quelques mots, mais je pense que ça s'est compris à travers ce que tu as dit. Ouais, non, mais je crois qu'on est revenu sur la méthodologie, sur ce que représente Burning Heads pour moi et pour tous les gens qui ont participé au livre et pour tous les lecteurs, hein. Donc, je crois qu'effectivement, on a fait le tour sur le sujet, quoi. Ouais, voilà. Donc, juste pour peut-être revenir sur la forme, vu qu'on en a parlé, quand on parlait de ce passage, effectivement, en particulier avec Philox, vu que lui, il a un chapitre qui lui est dédié qu'à lui, finalement, où lui, il raconte son histoire de A à Z, son histoire à lui au moment où elle commence avant Burning Heads. Ça c'est bien aussi parce qu'on a la préhistoire de Burning Heads et ça c'est quelque chose auquel je suis hyper sensible. Ça m'a vachement intéressé parce que je l'ai dit, j'étais volontairement moqueur, hein, quand je disais la France du rock de cette époque, je sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai fait une caricature volontairement très grossière. C'est ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on se rend compte que même à cette époque-là, dans les années 80, il y avait un terreau, quoi. Il y avait des groupes, même si c'est des groupes qu'on laissé peu de traces discographiques, qu'on peut-être pas fait, parce qu'à l'époque, franchement, à l'époque, un groupe qui faisait 30 dates, c'était déjà énorme, quoi. Non, mais il y avait moins de lieux, et puis c'était une culture, nouvelle, tout ça, ce qu'on a appelé plus tard l'alternative rock, quoi. Enfin, c'est une culture. Même dans les années 90, on parlait en termes de culture alternative, tu vois. Je veux dire. Donc il y avait pas toutes ces SMAC, il y avait pas tous ces espèces de bureaux culturels qui aident à favoriser la professionnalisation des jeunes groupes ou des jeunes, peu importe, tu vois. Maintenant on a beaucoup d'outils, il y a des subventions qu'il faut dépenser absolument. Il y a c'est à l'époque c'est autre chose. Déjà c'est l'ère pré-internet, donc c'est le monde d'avant, clairement. Ouais, mais ça c'est le truc. Mais ça, je crois que c'est JB qui le raconte dans le bouquin, qui dit que la première fois qu'il est rentré dans un magasin de musique, il jouait déjà dans Burning, quoi. Pour s'acheter un instrument. Oui, pour s'acheter. Ouais. Non, mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Tu vois, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. C'est un autre monde. Et puis les groupes, ils jouaient. Effectivement, quand tu avais un groupe qui faisait une vingtaine, 20-25 concerts à l'échelle nationale, tu vois, bouger de département, de région, ou même voire de pays, puisqu'il y a quand même des groupes qui allaient jouer en Espagne, en Allemagne, tu vois, en Angleterre même. C'était tout autre chose que maintenant. C'est évident, quoi. Et ben ça, on le sent aussi. Ce livre-là, c'est une photographie de cette époque-là. C'est pour bien expliquer aussi. J'espère qu'il y a des plus jeunes qui liront et pas que les vieux fossiles comme nous qui ont fait un peu partie intégrante de cette histoire. J'espère qu'il y a des plus jeunes qui liront ce bouquin en se disant ok, les darons ils faisaient comme ça, quoi. Alors je dis pas que c'est mieux, mais en tout cas je dis que c'est comme ça que eux faisaient dans les années 80 et qu'on faisait dans les années 90, quoi. Ah non, mais c'est vrai que c'est aussi, on prend conscience de ça en lisant le bouquin, c'est que vraiment Burning Heads, c'est le maillon de la chaîne entre cette époque qu'en fait, quand ils repensent, c'est quand même assez craignos, quoi. Et maintenant, il y a plein d'aspects qui sont moins bien maintenant et d'autres qui sont mieux. Enfin, de toute façon, on peut peser le pour et le contre, mais c'est vrai que tout est différent. Il y a des choses qui certainement étaient mieux à l'époque et que maintenant, et inversement. Mais je pense quand même mais ça on l'a dit plus en amont dans la conversation, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles. Tu peux commander une guitare à 200 balles sur Amazon. C'est ça. Tu vois, ça, à cette époque-là, c'était... Là, tu vois, on peut faire une interview, par téléphone, et puis, que tu la diffuses dans un podcast, dans quelques jours, et ça s'est fait très rapidement. Tu m'envoyais un truc sur Facebook, donc rien que ça, tu vois, si on parle juste de ça, déjà, avant, ça, c'était pas possible. Avant, c'était t'envoyais une requête à un mec, tu vois, écrite en disant ça t'intéresse, ou tu lui téléphonais, tu vois. Mes premiers zines, c'était comme ça, moi, tu vois. T'envoyais les questions à la main, quoi, tu vois. Et le mec te renvoyait, donc ça prenait des mois, des fois, tu vois. Ou même des fois, il disait qu'il allait le faire et il le faisait jamais, quoi. Et entre-temps, t'avais déménagé, quoi, tu vois. Enfin. Donc effectivement, on peut pas comparer, quoi. Bien, pas bien. Moi, j'ai mon avis dessus, et clairement, quoi. Donc qui s'appuie sur des choses plutôt objectives et d'autres subjectives, tu vois. Mais j'ai mon avis. Après, on s'en fout de mon avis, mais c'est juste que on vit dans une autre époque, quoi. Et moi, ce que j'avais envie, à un niveau personnel aussi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter comment ça se passait à l'époque, la décennie des années 80, la décennie des années 90, quoi. Parce que moi, c'est des décennies qui m'ont impacté, tu vois, qui m'ont formé, qui m'ont construit, quoi.
Et d'ailleurs, tiens, pour arriver un peu à la conclusion de cet entretien, on parlait de ça, de diffusion. Alors, pareil parce que le truc du podcast aussi qui est assez marrant, c'est que des fois, il y a peut-être des gens qui vont nous écouter dans 4 ans ou dans 5 ans, hein. C'est pas impossible. Donc là, on est pendant le 2e confinement. Alors peut-être si ça vous dit plus rien, c'est peut-être une bonne nouvelle finalement, ou c'est peut-être qu'on est tous morts. Mais voilà, on enregistre cet entretien pendant le 2e confinement, ce qui aurait pu peut-être aussi être un peu compliqué pour sortir le bouquin. Mais si je comprends bien, le premier tirage, il est quasiment complètement écoulé là. Le premier tirage est écoulé, donc le livre était annoncé sortie officielle le 30 octobre, hein, ce qui a été fait. Il y avait un système de précommande avant pendant un gros mois, on va dire, et là, 15 jours après la sortie officielle du bouquin, il y en a plus. Donc on va retirer, bien entendu, c'est en cours. Hein, on est en train j'ai eu Guillaume aujourd'hui au téléphone, donc qui a coécrit le livre avec moi et qui l'édite par sa structure Metro Beach. Et donc il y a un retirage, voilà, parce que là on n'a pas pu distribuer le livre comme on voulait, c'est-à-dire dans toutes les grandes villes ou villes moyennes, dans les disquaires, dans des librairies spécialisées, etc. Donc il était prévu une tournée de 17 ou 18 dates jusqu'au mois de janvier de présentation du livre, signature, voilà, avec 2 ou 3 musiciens des Burning à chaque fois, plus Guillaume, plus moi, pour raconter un peu ce qu'on fait là, hein, dans ce podcast, mais dans les soirées en live, vraiment la genèse du livre et puis pourquoi on a fait ça, quoi, et comment on l'a fait. Ça n'a pas été possible. On a fait juste une première semaine de présentation et après, donc, on a compris qu'il fallait tous rester chez soi une deuxième fois. Donc, tout ça a été annulé. Donc, on s'est dit, c'est quand même compliqué de sortir un livre en plein confinement. Et bon, au final, les gens l'ont commandé, donc, uniquement par VPC et puis, par un système de micro-distribution dans quelques disquaires, dans des grandes villes. Là, effectivement, on a arraché le premier tirage, quoi. Donc, c'est une bonne chose, tu vois. Le côté positif, tu vois, mais le côté négatif, c'est que ça aurait pu être encore une meilleure chose si on avait pu aller dans toutes les villes, dealer les bouquins, rencontrer les gens, en profiter pour... parce que quand tu es à Marseille, à Lyon, à Saint-Étienne, à Clermont, à Périgueux, on a toutes ces villes... À Paris, la journée, tu profites pour aller voir les quelques libraires que tu connais ou les disquaires, et puis tu poses les bouquins, et puis tu rencontres les gens. Il y a un côté déjà humain. J'ai monté la tournée avec Guillaume, et l'idée c'était de faire tourner ce livre comme on fait tourner un groupe, quoi. Voilà, pour moi, ça me semblait complètement logique et naturel d'amener ce livre sur la route, parce que Burning, c'est un groupe qui est sur la route. Et le livre des Burning, ça devait être il devait y avoir une tournée, tu vois. Voilà, surtout dans ce contexte où les groupes ne peuvent plus jouer. Pour moi, c'était vraiment une bonne idée, très saine, d'amener ce bouquin sur la route et puis voilà, de faire des signatures le soir, de tâcher un coup, de revoir les potes. On n'a pas vu parce qu'on peut plus le faire avec les groupes. Voilà. Bon, ça n'a pas été possible. C'est un peu dommage, mais voilà. Toujours est-il que le livre se vend et qu'on va refaire un tirage et qu'on va continuer de travailler dessus, parce que sortir un livre, c'est l'écrire. Mais c'est aussi en faire la promotion, en parler, puis voilà, toujours ce truc un petit peu de générosité derrière, tu vois, auquel je tiens, et voilà. Donc on a raconté l'histoire des Burning, et là on est en train de raconter l'histoire du livre sur les Burning, tu vois, c'est la toute petite différence, quoi. Ah mais c'est toujours, moi je suis très friand de tout ce qui est making of, donc voilà, j'étais curieux à titre personnel. De toute façon, le podcast, c'est une activité très égoïste, hein. Moi, j'ai fait ça. Je t'ai posé les questions que je me suis posé moi, tu vois, tout simplement. J'espère que tu as eu les réponses, quoi. Ouais, non, ça va. Même plus, j'ai eu des réponses à des questions que je m'étais même pas posées, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, peut-être, ou peut-être des trucs, parce que c'est vrai que là, pour le coup, parce que moi, j'ai l'habitude de te lire dans tes fanzines, et quelque part, pareil, le fanzine, alors je vais pas dire que c'est un ego trip, hein, un fanzine, loin s'en faut, mais quand tu écris une chronique de disque dans un fanzine, c'est pas la même chose que dans un magazine. Tu vas y mettre autre chose, tu vas y mettre de l'affect, tu vas parler de toi, et moi, c'est quelque chose que je recherche aussi, hein, et c'est aussi ce que je recherche quand je vais écouter du podcast ultra indé. J'ai pas envie que la personne que j'écoute me dise un truc que je pourrais lire dans la presse spécialisée, ça n'a aucun intérêt, ou sur une radio, tu vois, de Radio France ou que sais-je encore. Ça n'a aucun sens.
expérience. Mais là, c'est vrai que bah pour le coup, t'es vachement en retrait. Enfin, tu t'es mis, et tant mieux, c'était ton taf. Hein. T'es à part, voilà, il y a une petite note à la fin, quoi. Mais est-ce que t'as envie de rajouter un truc personnel, peut-être par rapport à, ce qu'on a dit. Toi, t'as parlé un peu de comment t'as découvert Burning, j'en sais rien. Peut-être que tu nous racontes la première fois que tu les as vus en concert, ou un truc, ou quelque chose une anecdote personnelle qui, pour toi, évoque Burning Heads. T'as le droit de pas avoir envie, hein. T'as le droit d'avoir mal. Non, mais il y a rien qui me vient vraiment. Tu vois, comme je te disais, moi, c'est un groupe que je connais depuis le départ. Je connaissais les mecs sans les connaître. Donc forcément, bah, cette histoire de bouquin, ça a resserré un peu les liens, bien entendu. Là, on était dans le van ensemble. Voilà. Après, moi, j'ai joué souvent avec eux, souvent sur des festivals, donc pas forcément un concert, mais tu vois, sur ces trucs où il y a plusieurs scènes, tu les croises, comme je disais, tu les croises, salut, ça va, tu vois, vous étiez où hier, et puis demain, ah ouais, bon, bah, bien, les gars, le concert ce soir, plus, ciao, tu vois. Mais non, pas plus que ça. J'ai envie de te dire, moi, à un niveau personnel, je suis satisfait. J'avais envie de faire ce livre-là, puisque ça parle de punk hardcore et de cette scène française, ça parle c'est certainement mon groupe français préférés. Il y en a quelques autres, tu vois, qui doivent tenir sur les doigts d'une main, mais on va dire que les Burning font partie des 5 groupes français préférés, quoi, tu vois, et de mes groupes préférés, même internationaux, quoi, j'ai envie de te dire, tu vois. Pour moi, c'est un groupe très important. C'est un groupe qui m'a donné envie de faire des choses, même si au niveau musical, on n'était pas tout à fait dans la même casserole. Comme je le disais lors d'une interview pour la reformation de Second Rate, la semaine qu'on avait faite de promo sur scène pour les rééditions en vinyle, j'avais répondu à un mec qui me disait qui me demandait c'était quoi nos références, tout ça, et que je disais que voilà, quand j'avais vu Burning sur scène et comme je voyais comme ça fonctionnait tout ça, je me disais bon bah si, alors c'était pas prétentieux, je me disais pas ouais si eux peuvent le faire, je peux le faire, mais je m'étais rendu compte que c'était à échelle humaine comme on disait, tu vois. Je me disais bah en fait oui, on peut faire ça, le rock c'est pas juste tu vois de Motley Crue ou YouTube, tu vois, c'est vraiment c'était des gens comme toi et moi quoi, tu vois, et donc ils faisaient hyper bien ce qu'ils faisaient quoi, la musique était géniale, mais voilà, c'était quand même c'était un peu les figures vers lesquelles on se tournait, tu vois. Et plus qu'influencer notre musique, ils ont influencé comment faire les choses, c'est-à-dire monter dans un van et aller jouer. Voilà, peu importe où, peu importe pour combien de thunes, peu importe pour combien de personnes. Et voilà, pour moi, ça c'est vraiment le dogme du punk hardcore, c'est ça. C'est si tu fais un truc simplement pour le fait de le faire, quoi. Voilà, quand on me dit pourquoi tu fais ça, je dis je le fais pour le faire, voilà, tout simplement. Quand je commence un bouquin sur Burning, je sais même pas si je vais être payé pour, au final, tu vois, comme Enjoy the Violence, je sais pas quand il sortira tout ça, mais je me dis je vais commencer ça, je vais le faire, je vais le terminer, on verra où ça mène. Et à chaque fois, et c'est pareil pour un groupe, et à chaque fois, je sais que c'est le début d'une nouvelle histoire en fait. Chaque groupe, chaque livre, chaque fanzine, pour moi c'est une histoire, ou chaque podcast, ou peu importe ce que je fais, ou voilà, je programme aussi dans un ciné-club à Besançon, et tout ça, ça m'amène à rencontrer des gens, et ça m'amène à être vraiment sur le terrain et à vivre ma vie comme j'ai toujours voulu la vivre, c'est-à-dire vraiment la vivre quoi. Je peux pas t'expliquer autrement quoi. Et Burning pour moi c'était ça. Burning, les Tugs, il y avait quelques autres groupes, j'aimais beaucoup Portobello Bones. Ouais. Et je me dis c'est que en fait ils sont comme moi, voilà. Et donc ça en fait ils ont catalysé cette envie chez moi. Si on avait eu que des groupes du genre Téléphone, Indochine, tout ça, comment tu veux te retrouver dans des groupes comme ça? Je parle même pas de goûts musicaux, mais toi tu vas pas dire ah tiens demain je vais jouer dans un groupe qui pourrait ressembler à Indochine, tu vois, dans la façon de fonctionner, tu vois. Mais par contre quand tu vois Burning et que t'as 15-16 ans, tu dis ah ok d'accord, et que tu discutes avec eux au merch, et quand tu pars sur le parking tu recroises le batteur qui dit bon bah mec à plus, tu vois, alors que tu le connais pas, tu dis ah ok d'accord, en fait ouais c'est vraiment ça bricole quoi. Et puis tu vois les mecs quand t'es dans ta caisse, tu vois
un van qui te double et c'est les mecs qui tu vois, c'est des conneries, mais voilà, quand second rate, c'est moi qui cherchais les dates, c'est moi qui manageais plus ou moins le groupe. Et moi, mais vraiment, ce que je regardais, c'est ces groupes-là. C'est les Tugs, c'est Burning, c'est Drive Blind, c'est Seven Eight, c'est Portobello Bones. Voilà. Alors que musicalement, avant ça, moi, je venais complètement d'ailleurs. Je venais du métal, hein, tout simplement. Je reviens à ce terme punk hardcore. Punk hardcore, pour moi, c'est ça, c'est Burning Gates, quoi. C'est tout ce que j'ai envie de raconter, quoi. Non, mais en plus, mais je pense que j'imagine que beaucoup de gens qui vont nous écouter vont aussi se retrouver là-dedans parce que moi c'est aussi j'ai eu l'occasion déjà de leur dire aussi, tu vois, enfin je sais que j'ai eu l'occasion de le dire un coup à JB, on discutait. Ce que représentait pour moi Super Modern World, parce que je sais pas, tu vois, peut-être que l'histoire aurait été pareille avec ou sans, mais le fait est que après l'écoute de Super Modern World, ça a enchaîné la découverte de tous ces bandes-là, Portobello Bones, Drive Blind, tous ceux que tu as cités, c'est des groupes que j'ai écoutés, et dans les mois qu'on suivi, j'ai monté un groupe avec des potes, on était mauvais, ça n'a pas duré, mais on l'a quand même fait, tu vois, c'est toutes mes années de lycée, tous les dimanches, on répétait, c'était nul, mais on a quand même essayé. Mais voilà, faire un groupe, c'est difficile d'expliquer ça à tes parents quand t'as 15 ans. Mais toi, ça a vraiment, ça a cassé un truc chez toi et ça a remodelé un autre truc, tu vois. Ça t'a mis un nouveau schéma. Je sais pas comment le formuler autrement, mais et ça c'est que dans cette musique, on va dire affiliée punk, hardcore, parce que il y a d'autres préceptes de vie en fait. C'est autre chose que la musique pour la musique. C'est tout un truc autour, quoi, tu vois. Et ça c'est vraiment très important. Et c'est un truc qu'on est en train de perdre, tu vois. Enfin, on a certainement perdu. On va pas rentrer dans ce débat-là. Mais voilà, dans les années 80, le punk hardcore, ça a joué. C'était une réaction au trip ouvertement rock and roll ou punk déglingue ou voilà. Burning, et c'était pas une réaction contre tout ça, mais en fait, il s'affichait pas contre, mais il me proposait autre chose, quoi, tu vois, voilà. Et moi, à niveau personnel, je suis vraiment fier, et c'est pas de la fierté mal placée, mais d'avoir pu faire un bouquin là-dessus et sur Enjoy the Violence. C'est-à-dire, moi, c'est mes deux mamelles, tu vois, c'est la musique extrême, ce truc un peu juvénile, et bordélique, et nouveau à l'époque, d'une musique hyper brutale avec des monstres vachement liés à l'univers de l'imaginaire, du gore, tout ça, donc le trash, le crossover, le death metal, et de l'autre côté, la découverte du punk hardcore par le prisme de Burning Heads et de musique alternative, quoi. Dans les années 90, on appellera ça le rock. C'est pas le rock alternatif des années 80, c'est la musique alternative, la culture alternative, quoi. Et moi, je suis vraiment très satisfait là, à presque 45 ans, d'avoir participé à deux livres qui sont axés sur les deux cultures qui m'ont vraiment façonné, quoi, tu vois, à vie, quoi. Yes. Eh ben, écoute, moi, à presque 40 ans, j'étais très content de discuter avec toi. Et donc, je peux pas faire plus que recommander la lecture de ce bouquin qui se lit comme un récit. En plus, comme tu l'as dit, qui se lit comme un récit. En plus, qu'elle mérite, il y a une fin ouverte, hein. Voilà. C'est pas fini. Là, c'est Burning Heads, hein. Ils le disent en interview, ils le redisent dans le bouquin. Burning Heads. C'est pas Burnt Heads, hein. Les têtes, elles sont toujours en train de brûler. C'est ça. Et donc, avec ce bouquin, en tout cas pour moi, t'as soufflé sur des braises, voilà, ça a tout réenflammé. Et je me suis dit, faut qu'on en parle. Et puis lire un livre comme ça ou comme d'autres, c'est aussi tout simplement, tout basiquement, l'envie de réécouter des disques qu'on n'a pas écoutés depuis quelques temps, et puis des fois la nostalgie. Là, on vit à une époque où la nostalgie c'est devenu un gros mot, mais on va dire la nostalgie diffuse et un peu évanescente, c'est bon, hein, pour moi c'est pas un gros mot et c'est pas mal agir. Ça fait du bien des fois de se laisser porter par son histoire ou par l'histoire de gens qui nous ont influencés et stimulés, tout simplement. Donc lisez ce livre si ça vous intéresse, et surtout ressortez les bouquins, les disques, pardon, et quand ce groupe-là jouera dans votre bled ou pas très loin, puisque forcément ça arrivera un jour, allez les voir, puisque l'histoire continue, c'est pas une histoire qui est terminée, ça je veux le préciser aussi, quoi.
Ben c'est ça, voilà, c'était aussi ce que je voulais dire. Et puis cette interview, moi ça me fait plaisir ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé, donc ça me fait plaisir à titre purement personnel de te parler, mais aussi faire cette interview avec toi, c'est aussi une manière pour moi de dire Burning Head, c'est un groupe qui m'a accompagné depuis que j'ai 14-15 piges quoi. C'est un peu si je devais faire si un jour il y avait un biopic sur ma vie, ce qui n'arrivera jamais, et tant mieux. Mais il y aurait forcément du Burning Heads dans la bio quoi, c'est impossible de faire autrement. Carrément. Et donc ça moi c'est aussi faire cette interview avec toi, en fait je le fais dans le même état d'esprit que pour parler de cette scène DIY, que à la fin d'un concert j'aurais aidé un groupe à charger leur camtar, tu vois. Mais c'est cool, très cool. En tout cas, merci. Dans ce délire là quoi. Je sais pas si c'est la meilleure interview du monde, mais moi j'ai kiffé de la faire. Et j'espère que t'as passé un bon moment aussi. C'était un plaisir, c'est toujours un plaisir de parler de ces activités, d'en parler avec quelqu'un que j'ai croisé depuis pas depuis quelques années, mais ça fait un moment qu'on se croise quoi. Comme je disais avec Burning, des fois c'est juste salut mec, ça va, on est en train de monter un merch et machin, mais c'est aussi ça, voilà, la musique c'est ça. Et puis voilà, ça me fait plaisir aujourd'hui de discuter de tout ça avec toi quoi. Merci beaucoup. Et merci à toi d'avoir répondu présent. C'est quoi, on va se dire au revoir en écoutant I Was Wrong, mais pas la version Burning Heads. Burning Heads avait enregistré ce morceau pour leur deuxième album Reggae Dub, parce que oui, ils font beaucoup de disques punk hardcore, mais aussi ils ont sorti quelques disques colorés reggae dub. Et donc sur Opposite 2 il y avait ce morceau I Was Wrong, mais on va écouter la version reprise par Adolescence. Ça aussi, ça fait partie des trucs que en tant que fan, je sais pas si toi tu l'avais vécu comme ça, mais moi en tant que fan de Burning, le fait qu'il soit signé sur Epitaph, même si c'était Epitaph Europe, nous on faisait pas la différence, le fait que ils aient été repris par Adolescence, qu'ils aient été repris par les Marches, pour moi ça validait un truc, ça veut dire ce groupe que moi j'aime, c'est un de mes groupes préférés. Je dis pas groupe français, je dis groupe préféré, point barre. Bien sûr. Et il y avait aussi une validation de se dire que ces groupes qui les ont inspirés, tu vois, et je me suis, et c'est également dit dans le bouquin, tu vois, quand moi, les rares fois où j'ai pu discuter avec les Burning, j'étais juste simplement content, tu vois, et je me dis que pour eux, certainement dû être pareil, en puissance 10 000, quoi, d'être repris par les mecs qui les ont inspirés. Et ça aussi, ça en dit long sur ce qu'est Burning Head. C'est pas juste un groupe français, c'est pas Johnny Hallyday qui est connu que dans l'Hexagone, quoi. C'est un groupe qui est validé par les mecs qui les ont inspirés. Et ça, putain, c'est pas, encore une fois, c'est tout sauf neutre, quoi. Ça en dit long. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de terminer par une reprise, et en plus, Adolescent, donc reprend ce morceau Reggae Dub, ils le reprennent à leur sauce, je crois, en changeant un peu les paroles et tout, donc ils se sont vraiment réappropriés. Je trouve que c'est un hommage magnifique, et c'est aussi pour ça, j'aime le morceau pour ce qu'il est, mais j'aime le morceau aussi pour ce qu'il représente, et aussi que bêtement, en tant que fan de Burning, moi ça me flatte en me disant ces mecs là qui sont à l'origine du mouvement, et eux aussi ils valident, quoi. C'est ça. Et voilà, c'est exactement ça. Ce sera mon mot de la fin à moi, quoi. Donc je te laisse peut-être rajouter quelque chose si tu veux rajouter quoi que ce soit. Non, moi merci beaucoup, on s'écoute ce morceau, et puis surtout n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, le livre comme je dis va être retiré, autrement c'est sur le site Metro Beach, metrobeach.fr. Ou sur mon site aussi, Nasty Merch, nastymerch.com. Autrement, il est disponible quand même dans pas mal de boutiques, et là on va bien bosser sur la distribution. Donc si vous tapez AU, une histoire orale des Burning Heads en Google, vous allez forcément pouvoir acheter le livre. Là, on est en 2020, il n'y a pas de problème, quoi. Et pour le reste, je te remercie, et on se dit à bientôt, en vrai, j'espère, dans un club, concert, et qu'on puisse discuter vraiment de visu cette fois-ci, quoi. Yes, écoute, c'est un souhait qui est partagé. Yes, merci encore Sam, et puis à bientôt. Ouais, à plus, ciao. I thought I could see, but I
J'espère que cet entretien vous aura plu. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Vous retrouverez dans les notes de cet épisode les liens vers Metro Beach, le label de Guillaume Guardes, et vers Every Days Like Sunday, le site qui centralise toutes les activités de Nasty Samy. Concernant le prochain numéro de Cornelius Enzira, je sais que certains l'attendent depuis un moment, donc je vous rassure, le mois prochain, on retourne bien sur la planète des singes et on parlera de Terror on the Planet of the Apes. Cornelius Enzira est un podcast du label Podchose, disponible sur toutes les plateformes de podcast ou presque, et même sur YouTube. Tous les liens sont disponibles dans les notes de l'épisode. D'ici à la prochaine, rappelez-vous de toujours regarder vers le sommet de la montagne, respectez les gestes barrières, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les primates! Hey Q, comment ça va? Ça fait longtemps! Allô, ouais, Quentin, non mais putain, c'est quoi ce merdier là? C'est quoi cette histoire de slip de Burning là? N'importe quoi. Ouais, ça va, c'était une connerie, quoi. Une connerie. Non. C'est pas des slips qu'on fait, c'est des bodies. Alors tu rectifies. On fait des bodies, on fait pas des slips. Ok, donc je peux faire gagner des body Burning Heads à mes auditeurs, alors? Mais bien sûr. Ok, bon bah alors c'est, voilà, et ben écoute, les meilleures réponses, envoyez-nous des réponses aux questions que je n'ai pas posées, et vous pourrez gagner un body Burning Heads offert par Kicking Records.